Bonjour à tous et bienvenue à notre dernier événement sur ce cycle événementiel dédié aux nouvelles formes de travail. Nous avions précédemment traité des nouvelles technologies et de leur impact sur les ressources humaines ou encore du flex office. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un nouveau champ qui est en fait en conclusion et qui est en toute continuité sur l'attractivité de l'entreprise. Donc, cette conférence va se dérouler en deux tables rondes. Une première dédiée sur le renversement de la pyramide managériale et une deuxième où on va élargir le champ sur justement quels sont ces facteurs d'attraction des salariés dans l'entreprise, mais aussi ceux qui sont déjà en place, qu'est-ce qui va les motiver. Avant cela, quelques mots sur le lieu. Bienvenue chez Léonard Paris, la maison d'innovation du groupe Vinci. Ce lieu est un lieu d'échange et de connexion, et notamment à travers un certain nombre d'événements comme celui-ci que nous organisons, ou encore, j'en profite pour faire un peu de pub, le 28 novembre prochain sur les métropoles. Le sujet, très rapidement, pour introduire et te laisser la parole, Thomas. Aujourd'hui, on entend, enfin, depuis des années, on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être beaucoup plus attractif? Est-ce que c'est une question de management? Est-ce que c'est toujours une question de salaire? Voilà. Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, on a plus envie d'être tourné vers le social, on va plus être attiré vers une entreprise qui est engagée, qui va nous laisser du temps pour, je sais pas moi, comme la Société Générale, permettre à ses salariés de faire un concert à la Philharmonie. Quels sont ces facteurs qui font aujourd'hui qu'on a envie d'aller s'engager dans une entreprise, de travailler dans cette entreprise? On va d'abord regarder l'angle managérial et je vais laisser la place à Thomas, qui est aussi chez Vinci Construction France. Je vais te laisser la parole et aussi présenter ta table ronde que tu vas animer. En même temps, il nous fera un retour d'expérience sur Vinci, en même temps que tu passeras la parole aux uns aux autres. Merci Isabelle. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. On va partager plein de belles expériences. Et donc pour nous accompagner sur cette table ronde, j'ai une Dream Team. Je vais les appeler un par un. Donc François Silva, qui est donc sociologue, professeur à Kedge, et puis plein d'autres trucs. Non, je dis comme ça. Yaël Guillon, qui est cofondateur de Infusio, qui est un cabinet d'innovation managériale, je le dis avec mes mots, hein, tu corrigeras, et surtout qui a complètement revu son propre mode de management avec des choses très très bizarres, mais ça, tu nous diras. Et puis, je vais appeler aussi Cassandre Verriest et Mathieu Van der Merch, je l'ai bien prononcé, que je n'ai rencontré que la semaine dernière. Et j'ai eu l'occasion de les écouter, je les ai trouvés tellement extraordinaires que je me suis dit, il faut qu'ils soient là ce soir. Ils sont étudiants à l'EM Lyon et ce sont des baroudeurs de l'innovation managériale. Un petit peu particulier. Je vais vous présenter très rapidement. En gros, au lieu de faire un stage, vous vous êtes dit c'est plus sympa de faire un tour du monde et de se faire financer par des entreprises. Sauf que pour ça, il faut que ça soit intéressant et pour ça, ils sont allés sur tous les continents et dans 13 pays pour rencontrer une soixantaine d'entreprises qui font de l'innovation managériale. Et alors, ils ont un nombre de trucs à vous raconter qui est juste incroyable. Donc, voilà. Alors, on va commencer par notre sujet. Donc, le sujet macro, c'est l'attractivité. Et notre table ronde, c'est faut-il renverser la pyramide managériale? Vaste sujet. Alors, je vais dire rapidement, la pyramide managériale, hein, c'est le système classique avec le manager et ses équipes, et on descend d'un chef jusque tout en bas. Et apparemment, ça a des limites, ça a un peu secoué tout ça. Et François, toi, je sais que tu réfléchis. Oui, c'est toi, François. Je sais que tu réfléchis pas mal sur ce sujet-là. Tu as plein de choses à raconter. Est-ce que rapidement, tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il faudrait renverser la pyramide managériale pour être attractif? Je dirais d'abord qu'elle est déjà en train de se renverser. Premier point. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes comme eux, mais il y a aussi des moins jeunes comme tous là. Et ils ont envie d'abord de vivre autre chose, de vivre, et pas seulement de travailler, parce que je dirais que dans l'entreprise, c'est un moment de vie aussi, et on y passe beaucoup de temps, pour ne pas dire peut-être une majorité de notre temps, au moins après l'école, comme on dit, et puis avant le départ à la retraite. C'est donc un élément central de nos vies.
Premier point. Deuxième point, ils auront Bac+5 dans quelques mois. La plupart ici doivent être des Bac+2 ou 3. Et donc, de manière évidente, il y a du cerveau d'œuvre. Et non pas simplement de la main-d'œuvre. Je suis chez Vinci, la main-d'œuvre, on sait que c'est d'abord de la force musculaire. Eh bien, il y a aujourd'hui dans les organisations besoin d'avoir ce cerveau d'œuvre. Donc, ce qui veut dire qu'il y a besoin d'avoir un échange et un partage qui ne passe plus besoin nécessairement par un chef, mais qui passe d'une façon plus horizontale. Et donc, l'organisation du travail qui traditionnellement, je dirais depuis, allez, on va dire 7 8 000 ans, non, 4 000, 5 000 ans, excusez-moi. Depuis effectivement les villes empires qui se sont développées, nous étions dans une logique, effectivement, le chef a toujours raison. Et puis tais-toi et travaille. Cette logique-là, aujourd'hui, est en train d'imploser. Parce que je dirais que le savoir, c'est un savoir de plus en plus collectif et collaboratif. Et on sait aujourd'hui que 1 + 1 = 3. Et que donc, de fait, il n'y a plus besoin d'avoir systématiquement quelqu'un qui va vous dire « fais ça, fais ça ». C'est la question d'initiative et d'autonomie devient un élément important. Et au-delà de ça, c'est l'empowerment aussi, c'est-à-dire la capacité d'agir ensemble. Et donc, des notions nouvelles sont en train d'apparaître, que moi j'appelle la régulation collégiale, c'est-à-dire la façon dont on va échanger, partager, sans qu'il y ait besoin effectivement d'une personne qui est le chef. Le chef, c'est la tête. Donc la tête, vous avez bien compris, c'est l'intelligence. Et les autres, c'est simplement, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais ça, c'était la vision traditionnelle du travail, de l'organisation du travail. Taylorisme un peu. Le taylorisme. Et le néo-taylorisme, parce que je dirais que moi personne ne connaît, mais l'informatique, avant la micro-informatique, j'ai travaillé chez Bull pendant 6 ans, et donc on était vraiment dans des logiques de néo-taylorisme. Voilà. Donc c'est tout cela aujourd'hui qui est en jeu dans les organisations. C'est la capacité, parce que la vraie question, c'est pas seulement que le manager simplement apprenne à être différent que d'être un petit chef plus ou moins, d'une façon plus ou moins importante, mais je dirais que tu dis renverser la pyramide, mais si tu vas en Danemark, je ne sais pas s'ils sont allés, si on va en Suède ou si on va en Finlande, il y a une organisation du travail, des relations professionnelles qui n'ont plus rien à voir avec on est vraiment dans un côté flat, le plat. Pardon. Non, mais merci. Ouais, donc, en gros, j'en conclus, le chef, il est un peu secoué là-dedans, quoi. Oui, complètement. C'est même pas qu'il est secoué, c'est que... Je dirais qu'il y a 2 notions. Il y a le management au quotidien, et ça, c'est les modes de régulation qui se mettent en place de plus en plus d'une dimension assez horizontale, on va dire. Et puis, il y a les questions quand même qui sont stratégiques. Il y a les questions qui sont, on va dire, d'ordre de la gouvernance, avec des grands choix. Et là, effectivement, il y a d'autres questionnements qui se posent. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais ce n'est pas du même ordre. Parce que là, ça nécessite effectivement ou quelques-uns qui aient une vision. Ça nécessite, je dirais, une capacité et beaucoup de réflexions communes qui ne sont pas du même ordre que le management au quotidien. Et on oublie trop qu'il y a 2 managements. Il y a ce management qui n'est plus l'administration des choses, mais qui est la régulation des personnes et qui est la collégialité. Et que ça, cette dimension-là, c'est ce management qui se développe. Et puis, il y a d'autres dimensions qui sont les dimensions de gouvernance, et là, qui nécessitent effectivement, qui posent d'autres questions. Le statut de l'entreprise, la question du commun, quand je dis le commun, c'est la propriété de l'entreprise. C'est toutes ces questions-là qui, aujourd'hui, on commence à se poser, pas simplement en France. Aux États-Unis, vous avez les mêmes formes de statut aussi qui sont en train d'émerger. Ouais, donc c'est une remise en question costaud qui va très très loin. Ah ben oui, évidemment. Et j'aimerais qu'on illustre un petit peu, parce qu'on a bien compris tout ce que tu racontais. Et l'illustration, alors je vais passer la parole à Yael. Et notamment, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette notion d'attractivité. Peux-tu me raconter ce que vit un candidat chez toi ? Alors donc le processus de recrutement ou juste un salarié, un collègue. Par exemple quelqu'un qui va rentrer dans ton entreprise, qu'est-ce qu'il vit qui pourrait illustrer ce que François vient de dire ? Alors après avoir suivi un processus de recrutement très collégial où en fait il aura rencontré l'ensemble de l'équipe non pas en entretien, parce qu'on a 2 personnes qui vont le rencontrer en entretien, mais ensuite il va nous voir, on va partager du temps
avec lui, soit sur un apéro, soit sur un déjeuner, pour sentir ensemble si on a envie et si on se sent bien avec la personne. Une fois qu'il y a une décision qui est prise sur le fait que c'est le bon candidat et qui va nous rejoindre, à ce moment-là, on va lui proposer de choisir 2 personnes dans l'équipe. Et avec ces 2 personnes, il va définir son salaire de départ. Et il va le définir librement, puisque le principe de rémunération chez nous, c'est une rémunération libre. Chacun choisit combien il veut gagner, de quelle manière, comment il veut utiliser son temps, quel est son temps de travail hebdomadaire, mais aussi quel est son temps de travail annuel, combien de vacances il veut prendre, etc., etc. Je vous avais dit qu'ils étaient un peu fous. Et donc du coup, il va faire 2 rendez-vous en moyenne, plus s'il en a besoin, pour aller explorer ça et en fait pour se confronter à lui-même, puisque la vraie question, c'est, ça n'est pas une négociation sur combien je veux, mais c'est une réflexion sur qu'est-ce que je suis prêt à assumer comme proposition que personne ne va me refuser. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'image en interne? Est-ce que, avec des gens qui ne connaissent pas, hein, c'est vraiment complexe comme sujet. Comment je vais gérer ça? Comment je justifie? Et là, on lui dit, ben non, il n'y a pas de justification. C'est qu'est-ce qui est utile pour soi? Quel est le niveau de rémunération qui permet à chacun d'être dans sa plus grande plénitude pour pouvoir être complètement centré sur la mission et les missions qu'on a à mener, qui sont de transformer les organisations pour transformer la société et transformer le monde. Et donc du coup, pour ça, il faut être disponible, il faut être engagé, il faut être libre dans son esprit. Donc c'est ça qu'on va chercher. Et ce processus-là, où il va construire sa rémunération, sa reconnaissance, on appelle ça la reconnaissance en conscience et pas la rémunération, il va le faire une première fois, et puis de toute façon, on le refait tous ensemble, tous les 4 mois, puisqu'on s'est rendu compte que plus on parle souvent d'argent, moins c'est un problème, et plus c'est facile. Et qu'en fait, on peut donc expérimenter et se dire, merde, ça va pas, c'est pas ce que je voulais, ou je suis mal à l'aise, et c'est pas 1 an d'engagement, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, on revient dessus, et on peut reproposer autre chose. Alors j'ai 2 petites questions rapides, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ça en place? Et la seconde, c'est quelle est la réaction des candidats? Parce que c'est quand même pas très habituel. En général, on dit tiens, je vais proposer ça, je vais voir ce qu'ils me disent. Là, c'est non, tu décides. Donc il n'y a même pas de proposition, de demande de salaire à faire, quoi. Donc c'est hyper déroutant pour un candidat. C'est effectivement assez déroutant. Ce qui m'a poussé, donc c'est effectivement moi qui suis à l'origine de ça. Ça fait en fait, j'ai lu un bouquin de Ricardo Semler, qui est le patron de Semco, qui est une entreprise brésilienne, en 83. Donc c'est une entreprise industrielle. En 83, grosse crise économique, gros problème pour sa structure, et il a proposé une rémunération libre à ses 3000 ouvriers, et ça a très très bien fonctionné. Donc je fais un résumé. C'est terrible comme truc, mais le bouquin s'appelle Maverick. C'est en anglais uniquement, mais il vaut le coup. Et il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle The 7-Day Weekend, qui là aussi est assez excellent, avec une petite pépite du type si on peut amener le travail à la maison, on peut aussi amener la maison au travail, et donc il emmène ses enfants, il s'est ouvert, et parfois son week-end a lieu du mardi au jeudi, enfin bref. Ça c'était un élément déclencheur, voilà, et ensuite, c'est là que l'idée a germé, et derrière le sujet c'est... à un moment, il était question d'augmentation de salaire dans l'équipe, et on s'est tourné vers moi, et en fait ça m'a mis en colère parce que j'avais pas envie d'avoir à porter cette responsabilité. Donc plein de courage, je me suis dit en fait c'est eux qui vont choisir, comme ça j'aurai plus le problème. Donc c'était ça l'élément qui a ensuite engagé le truc. Et puis évidemment derrière c'est toute une réflexion beaucoup plus longue, donc c'est 10 ans de réflexion, 2 ans et demi, 2 ans de travail collectif pour aboutir à quelque chose, et ça fait 3 ans, ça fera 3 ans en janvier qu'on est sous ce schéma-là. Et c'était quoi l'autre question? Et un candidat, est-ce qu'il n'est pas un petit peu désarçonné quand il arrive chez vous? Oui, en fait, ce processus-là est un excellent moyen de filtrer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça et qui ne poursuivent pas, ne vont pas plus loin, parce qu'effectivement c'est déstabilisant. Et ensuite, on a plutôt des retours du type merci de me permettre de me poser ces questions, merci de m'autoriser à... Des vraies questions, des vraies interrogations et des vraies réflexions pour les candidats, qui fait qu'on est sur vraiment une embauche qui est plus qu'une embauche, quoi. C'est un engagement réciproque, c'est rentrer dans quelque chose qui a beaucoup plus de sens et
et d'implication qu'un simple job. Et c'est ça qu'on va chercher en plus, c'est vraiment dans cet esprit d'entrepreneuriat et d'engagement. Super, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, parce que peut-être que ça a réveillé certaines choses dans vos têtes, ça vous rappelle des entreprises que vous avez vues. Je sais pas, je vous ai entendu parler quand même d'expérience candidat un petit peu dans les entreprises que vous avez pu voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Laquelle? Et voilà, ils ont trop de choix. Déjà, ce qui est très fort, je trouve, et ce que je retiens particulièrement, c'est l'engagement que ça suscite. Et le fait que finalement, en tant que collaborateur, on n'est plus dans la même posture, on n'est plus dans cette attente et presque dans cette passivité qu'il y a aussi dans le fait de dire bon bah je vais attendre que mon chef me dise et puis peut-être que j'engagerai un débat, mais c'est pas sûr. Là finalement, on est responsabilisé parce qu'on est dans une posture où bah vas-y, c'est toi qui dis. Donc c'est beaucoup plus engageant. Une entreprise à laquelle ça me fait penser. Moi, je pense qu'on a la même en tête. Hein. Vas-y. Pour faire la petite recontextualisation, on parle de Mindvalley, on est d'accord? Ouais. C'est une entreprise malaisienne de 200 collaborateurs, de 42 nationalités différentes, qui est en fait le Netflix de la formation en ligne pour tous les sujets autour de l'épanouissement personnel, de l'entrepreneuriat. Et en fait, Vishen Lakhani, le fondateur, comme tout bon Malais avec des talents, est parti aux États-Unis en 2000 dans le but de développer sa propre entreprise parce qu'il n'avait pas les moyens de le développer en Malaisie, selon lui. Et puis il s'est rendu compte que c'était le sens qu'il ne voulait pas du tout donner à sa vie, justement de perpétuer cette tradition de départ et de fuite. Et il a voulu rentrer en Malaisie et créer justement une entreprise qui soit tellement attirante, tellement attractive, qu'elle allait faire ce qu'on appelle un reverse brain drain, donc attirer les talents du monde entier dans son entreprise. Et donc pour ça, il a fait énormément de changements, il a déconstruit un peu tous les codes traditionnels qu'on peut avoir en entreprise, le 8h, 19h, la façon dont on va mettre des descriptions de job, et il s'est dit, notamment dans le recrutement, je veux vraiment prendre en compte la personnalité des collaborateurs avant de prendre en compte mes besoins en termes de candidats, et il a fait ce qu'on appelle les cover letters. Je te laisse expliquer. Ouais, en fait, ce qui est marquant chez Mindvalley, c'est qu'ils ont fondé toute leur culture managériale sur les super-héros. L'idée, c'était de valoriser la personne au maximum pour ce qu'elle est à travers ses compétences métiers, mais aussi sa personnalité, ses points forts, ses points faibles. Et l'idée, c'est de dire, bon, bah, en toi sommeille un super-héros, viens chez Mindvalley, on va le découvrir, ça va être extraordinaire. Et donc les cover letters, qui est donc leur mode de recrutement, c'est des vidéos de 5 minutes dans lesquelles chacun doit répondre à 2 questions. La première, c'est « Pourquoi suis-je exceptionnel ?» Et la deuxième, c'est « Pourquoi Mindvalley et personne d'autre ?» Donc ça peut être sous forme de candidature spontanée, mais aussi en réponse à des demandes. Et ils doivent poster la vidéo de façon publique sur YouTube. Donc vous inquiétez pas, on a tout de suite dit mais oui, mais c'est horrible, les timides, comment ils font? Et en fait, on fait la vidéo comme on veut, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de Canva, il n'y a pas de modèle, chacun présente ce qu'il veut. Et donc il y a une vraie, déjà c'est un engagement fort aussi, de dire bon bah je vais me dévoiler dans ce que je suis d'exceptionnel. Et après ça crée des super fits avec l'entreprise Mindvalley. Donc nous ça nous a beaucoup plu, surtout que bah, nous on n'est plus sur CV, lettre de motivation. Et on a du mal à différencier une lettre de motivation de l'autre quand on postule en entreprise. Donc on se dit, bah, si on pouvait faire des cover letters, ce serait pas mal. Ouais, donc on sent bien que derrière ce côté, c'est vrai, le côté super-héros, ça peut paraître un peu presque gamin comme ça quand on le voit, mais en fait, il y a du costaud derrière. Ah oui, tout est. En fait, c'est vrai que nous, dans tout ce qu'on a été voir, dans toutes les entreprises qu'on a été découvrir, l'idée c'était le concret. Et en pratique, c'est comment ? Parce que bah, quand on a une mission qui est juste écrite sur le mur de l'entrée, et que derrière il n'y a rien, bah, ça va jusqu'où tout ça et à quoi ça rime cette mission si finalement elle n'a pas de pratique. Et donc oui, chez Mindvalley, il y a une vraie concrétisation. Et une incarnation, je pense. Toute la concrétisation, ça vient aussi de l'incarnation. Chez Mindvalley, on parlait de pyramide managériale. Ils ont gardé un semblant de pyramide. Il n'y a pas beaucoup de strates hiérarchiques, mais il y en a quand même. Et en fait, le rôle du leader, bah, comme on le disait, c'était de révéler en chacun de ses collaborateurs le super-héros qui sommeille en lui. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à cette philosophie et cette incarnation de cette philosophie au quotidien. Merci beaucoup.
Je veux simplement dire, attention, il y a des super-héros, mais on est tous des gens faibles et vulnérables. Et que donc, il faut faire attention à ne pas imaginer que les entreprises sont des entreprises, enfin, autant les entreprises nouvelles, start-up et tout, sont avec des gens magnifiques et tout. Je pense que tout le questionnement aujourd'hui, c'est de prendre en compte la dimension de vulnérabilité de chacun et la capacité d'être accompagné et d'accompagner ceux qui peut être vous, moi, tout moment de la vie, et donc avec nos faiblesses. Parce que c'est aussi nos faiblesses qui fait notre richesse. Vous avez des choses à dire? Je peux réagir? Oui, bien sûr. Oui. En fait, je suis complètement d'accord. Et un des grands concepts, une des grandes thématiques qu'on a relevées aussi à travers notre tour du monde, c'est le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Et Mindvalley le prend en compte dans sa culture managériale. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, il y a tout cet aspect formation aussi et accompagnement dans le développement de compétences qui est important dans les entreprises qu'on a pu découvrir pendant notre tour du monde. Et je vais illustrer un petit peu aussi ce qu'on a. On a aussi au sein de Vinci Construction France, notamment à Lyon, pas mal travaillé ces sujets depuis 2-3 ans. On a poussé le bouchon très loin sur certains sujets. La première brique, ça a été de travailler sur l'humain. C'est-à-dire qu'on a fait de la formation sur l'intelligence relationnelle, on a remis le sujet des émotions sur la table, avec de la communication non violente, des coachings collectifs. C'est un feu d'artifice, donc c'est difficile à expliquer, mais alors on a le baby-foot aussi, hein, comme tout le monde, mais le baby-foot, ça, on a appelé ça les gourmandises. C'est les petits bonbons, mais c'est pas ça qui fait le repas. Ce qui fait le repas, c'est vraiment travailler sur le fond. On est content de venir au travail quand ça se passe bien entre nous. Il faut partir simplement de ça, mais c'est très difficile de bien s'entendre entre nous. Donc comment est-ce qu'on fait? Surtout sur des questions de salaire, là c'est poussé à l'extrême. Mais c'est ça qui fait un peu la richesse des choses. Et là-dedans, comment on embarque les plus faibles, même ceux qui refusent d'aller là-dedans, comment est-ce qu'on essaie de les embarquer? C'est toutes ces questions-là qui viennent derrière, qui ne sont pas simples non plus. Oui, parce qu'il y a deux questions. Il y a des entreprises qui existent et qui, effectivement, elles ont quelques années, voire quelques décennies, pour ne pas dire peut-être comme Vinci, souvent, il y a quelques structures qui ont 3 ou 4 générations de... Ouais, même plus 120 ou 130 ans. Et puis il y a les startups. Les startups, effectivement, la page est vide. Et donc la page est vide, on peut effectivement, ce que vous avez dit, c'est vraiment, on innove complètement. Dans les entreprises, et c'est quand même le fonctionnement de la plupart des entreprises, hein, elles ont quelques années quelques heures de vol. Là, c'est la conduite de changement. Et le changement, ça veut dire la façon dont chacun va bouger, est entraîné à se remettre en question. C'est vrai pour le manager, comme c'est vrai pour les salariés. Et que la question, c'est comment on met en place effectivement tout ce processus de changement. Alors, il y a aujourd'hui, on a le co-développement, on a l'analyse systémique, enfin, on a plein de... Bon, je dirais qu'il y a sur les étagères tout ce que vous voulez pour développer ça. Mais ça nécessite du temps dans tous les cas de figure. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça nécessite de l'exemplarité. Et l'exemplarité, souvent, au plus haut niveau, ce n'est pas le cas. Ça nécessite aussi une vision des directions générales. Et donc, c'est long, c'est compliqué. Et ça demande en même temps une continuité, quoi. Ouais. Pour donner juste un ordre d'idée, après je te passe la parole, Yael. Ce qu'on entend dire, c'est pas des études, c'est ce que j'ai souvent vu. Une entreprise de taille moyenne, c'est 2 ans pour changer sa culture managériale. Un grand groupe, c'est 10 ans. Exactement. Donc c'est vraiment du temps long qu'on n'est pas habitué à avoir. Et il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent en plus. Oui, c'est très optimiste. Oui, parce que les directeurs généraux, ils changent. J'ai l'exemple d'une grande entreprise dont le DG avait lancé quelque chose sur c'était sur l'intelligence collective. Et il est parti. Et bien du jour au lendemain, l'intelligence collective n'est plus devenue. Et c'est passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de changement en profondeur du relationnel et des interactions entre les personnes. Et sur les processus de décision qui nécessitent des processus de discussion. Toutes ces questions-là ne sont pas abordées en tant que telles. Et donc ça nécessite effectivement véritablement une vraie transformation en profondeur, mais qui nécessite du temps. Enfin du temps. Oui, comme tu dis, on va passer la... Ouais, du temps et de la prise de risque pour les managers. Parce qu'en fait,
Je pense que il y a dans ces histoires de conduite du changement, de transformation, il y a un élément qui, pour moi, est un défaut fondamental du système, c'est que transformer ça, créer de l'engagement, créer de l'attractivité, c'est aujourd'hui la meilleure manière de le faire, c'est de traiter les gens en adultes. Mais pour traiter les gens en adultes, on ne peut pas le faire dans un système pyramidal, dans un système hiérarchique. Ça n'a aucun sens. Le système déresponsabilise, infantilise et subordonne l'ensemble des acteurs sur toute la chaîne décisionnelle. Donc on ne peut pas raconter des choses et agir exactement à l'inverse. L'enjeu de l'entreprise de demain, l'enjeu d'attractivité pour moi, de mon point de vue, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus organique, de casser, de sortir de cette logique pyramidale pour réinventer non pas des pratiques managériales classiques, mais un mode de fonctionnement plus centré sur l'intelligence collective, autour du leadership, avec du leadership éphémère, du leadership durable, et tournant, évidemment des gens qui prennent des responsabilités inévitables. Dans ma structure, on est sans hiérarchie, tout le monde est au même niveau. On a quand même une présidente, puisqu'on est une SAS et que la loi impose un mandataire social qui est responsable pénalement devant des actions et des décisions. Donc on intègre ça dans le système, mais ça ne change pas grand-chose au quotidien, dans nos prises de décision, dans notre mode de fonctionnement. L'idée, moi, que je retiens, c'est ce que j'ai toujours eu en tête quand j'ai mené ces actions-là, c'est de remettre les gens en position d'adultes, c'est-à-dire en position de choix. Et quand on réfléchit... je vais illustrer ce que je dis, après je te passe la parole, pardon. C'est-à-dire, on prend un système classique de primes. Le manager donne des primes à son équipe. C'est un système parent-enfant. Donc, c'est de l'analyse transactionnelle, hein, ça crée des réactions d'enfants. Donc d'enfants au sens de cette analyse transactionnelle, l'enfant rebelle, de l'enfant libéré, adapté, ouais, soumis. Donc c'est compliqué à gérer. Peut-être qu'il y a de nombreux parents ici, c'est pas toujours simple de comprendre comment un enfant fonctionne, on est toujours étonné par leur réaction. Bah, ça nous met dans cette posture-là. Et partant de ça, on a essayé, alors on n'a pas abouti, mais on avait mené des négociations avec des syndicats pour la redistribution des primes sur chantier. L'idée, c'était un chantier qui a atteint son objectif, il y a une enveloppe qui se déclenche. Là-dessus, le chef de chantier prend ce qu'il veut. Ça va de 0 à 100%, ce qu'il veut. Et s'il reste de l'argent, ça tombe à son équipe, qui se le répartit. Et la direction n'a pas le droit d'intervenir. En revanche, ça, il y a tout pour que ça parte en cacahuète. Donc, donc l'idée derrière ça, c'est de leur dire, on va vous accompagner avant de distribuer les primes, c'est-à-dire comment on évite que ça parte en cacahuète, comment on fait pour respecter aussi certains points de la loi qui nous sont imposés, hein, sur la discrimination, ou voilà, comment on s'assure que tout ça fonctionne. Et vous le vivez une fois, on teste, la notion de test elle est primordiale je pense en innovation managériale, on teste et on se revoit après et on débriefe tous ensemble et là c'est les cercles de discussion, voilà, et à vous de dire après si on abandonne, on transforme, voilà, mais ça vous appartient à vous l'équipe. On n'est pas allé au bout, mais n'empêche qu'on avait quand même des ouvriers autour de la table, des syndicalistes et qui étaient très intéressés par le sujet, quoi, hein. Et alors, on va leur passer la parole, excuse-moi François, mais c'est parce qu'elle attend depuis tout à l'heure. Non, moi, ce que je salue, ce sur quoi je suis complètement d'accord avec vous et qui m'a marqué dans votre discours, c'est le courage managérial. Nous, on n'a vu aucune entreprise qui nous a dit « Ah, c'était super facile ». Franchement, les doigts dans le nez, quoi. On a dit, on est arrivé, on a dit « Mais venez, on va tout changer ». Et tout le monde a dit « C'est génial, venez, on fait ça ». Non, à chaque fois, et c'est vrai, c'est la méthode des petits pas, c'est long. Et en fait, ça demande de la conviction, de l'engagement et de l'endurance, parce que tout ça, ça se nourrit, ça s'entretient. Et nous, on a vu des entreprises, des grosses boîtes, un peu des gros bateaux, changer de cap, comme on a vu des PME qui n'étaient pas partis sur ce modèle-là à l'initial, bouleverser complètement le management, souvent à cause de problèmes économiques. Et ça nous fait plaisir à chaque fois parce que souvent on nous dit non mais l'innovation managériale, bon là c'est quand on a envie de perdre un peu d'argent, on sait plus trop quoi faire. Donc on se met à penser à ça et en fait pas du tout. L'innovation managériale c'est en lien direct avec la performance économique de l'entreprise et nous on a des entreprises qui nous ont dit bah nous on était quasiment en faillite et la seule solution qu'on a trouvée à un moment donné c'était de changer le management. Et ça demande beaucoup de courage. Et enfin je sais pas si tu veux... Ouais, oui, le courage complètement.
aujourd'hui, je reviens sur l'exemplarité. Le leader, pour créer cet espace de confiance qui va motiver l'équipe, qui va l'engager et qui va dire mais on est derrière toi et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour te soutenir, quoi que tu fasses. C'est-à-dire, demain, tu entames une transformation parce que tu nous as donné la confiance, parce que tu nous as responsabilisés, parce que tu as été là pour nous révéler, on va tout donner pour toi et on échouera ensemble. Et c'est... Enfin, je paraphrase quelqu'un qu'on a rencontré, et ils sont dans une logique de lifelong hiring, donc de recrutement sur tout à vie. Et en fait, un jour, il y a eu un très gros problème au départ. Et comme non, mais je finis. Oui, c'est une banque, c'est une banque finlandaise très connue, pardon, qui compte plus de 10 000 collaborateurs. Et en fait, au début, il y a eu un problème, et forcément, quand il y a des problèmes économiques, on part tout de suite sur des cabinets de conseil qui vont essayer de licencier. Et le gars a dit non, moi je licencie pas. C'est comme bon, on revient dans la relation un peu parent-enfant, mais c'est ça. Un parent qui va avoir des problèmes avec son enfant, il va jamais le lâcher, il va jamais lui dire eh ben, très bien, on va te licencier et puis on va réussir à faire quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Ben non, on va le supporter, et c'est avoir cette vue du temps long et de se dire si aujourd'hui ça marche pas, si on mise sur l'humain, demain ça marchera. Et voilà sur quoi je voulais dire. Super, ça me fait penser sur le courage managérial, c'est un bon sujet aussi, parce que quand j'étais DRH, on parlait souvent du courage managérial, et c'est un sujet qui m'énervait beaucoup, parce qu'on me disait les managers sont pas courageux, et je répondais systématiquement non, c'est pas qu'ils sont pas courageux, c'est qu'on leur a pas donné, nous RH, les armes pour être courageux. C'est-à-dire que oui, bien entendu, il faut être courageux, il faut avoir envie de faire le premier pas, mais je repense à tes salariés fragiles. Les managers sont des salariés fragiles. Tout le monde est fragile. Et les managers aussi. Ce qui veut dire que si quelqu'un dit un manager n'est pas courageux, va lui dire. Et je pense qu'on va l'écouter. Et ce sont des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent dur. C'est juste que quand on a des problèmes humains, est-ce qu'on est armé pour y répondre? Et je pense que ça, c'est l'enjeu. Si on veut être attractif pour des candidats, si on veut renverser toute cette pyramide managériale, c'est vraiment l'enjeu. Je pense qu'il y a deux, trois choses. La première chose, c'est que ça s'apprend, ça ne tombe pas du ciel. Et donc ça s'apprend par la capacité que l'on a d'écoute, et donc là aussi, l'écoute, ça s'apprend aussi. Et ça s'apprend autant pour le manager, ou celui qui était manager jusqu'à présent, parce que ce que je pense, c'est qu'il y a aussi de nouvelles formes de management qui sont plus des animateurs, des régulateurs, des médiateurs, enfin que sais-je encore, des accompagnateurs, des coacheurs, enfin on a des coachs, mais enfin c'est vraiment véritablement une autre posture que le manager doit acquérir. Mais peut-être que c'est pas que le manager, c'est peut-être quelqu'un dans l'équipe qui va alternativement peut-être être aussi animateur régulièrement. Deuxième chose, attention, c'est la réunionite. C'est-à-dire que dans toutes ces structures, ce que je vois, c'est le fait que on peut entrer dans beaucoup de réunions, parce que comme il faut être dans une sorte de collégialité, ça nécessite... Alors ça veut dire qu'il y a un cadre, et vraiment l'importance du cadre, très très important. Un cadre qui doit être discuté, et c'est ce qui est bien pour tel service ou tel groupe n'est pas bien pour tel autre service ou tel autre métier. Donc là aussi, c'est vraiment... équipe par équipe. Équipe par équipe, métier par métier, activité par activité. Troisième chose, il faut apprendre à avoir du respect mutuel. Et ça s'apprend aussi. On n'est pas là pour écraser l'autre. Et donc là, c'est là où le rôle de l'animateur est important, parce qu'il va effectivement remettre la place de chacun. Il ne faut pas qu'il y ait certains qui prennent la parole, que ce soit des professionnels de la parole, et qui vont effectivement manger le temps des autres. Donc tout ça, ça s'apprend. C'est des techniques, entre guillemets, mais qui nécessitent constamment d'avoir une personne qui est là pour justement essayer de faire en sorte d'éviter ces dérapages. C'est même une formule. C'est le P plus P égale P. Je ne sais pas si tu le connais. Non, mais pour la puissance d'une équipe, c'est tiré là du projet Google. Je ne sais plus comment il s'appelle sur les équipes qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Ils ont tiré une formule qui est P plus P égale P. Le égal P, la fin, c'est la puissance d'une équipe. Oui. Pour que ça soit puissant, il faut une permission plus une protection. C'est-à-dire un cadre. On définit quel est le cadre. On commence la réunion. De quoi avez-vous besoin pour que la réunion se passe bien? On a besoin de ne pas se couper la parole, de se respecter, ces trucs-là. On pose le cadre.
Et après, il y a une protection, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dont le rôle est de dire, dès qu'il y a quelqu'un qui sort du cadre, il le ramène. Exactement. Et ça, c'est ultra important. Et quand on fait ça, c'est puissant. Et un élément en particulier, c'est la durée. Si on dit que c'est 1 heure, 1 heure et demie, c'est 1 heure et demie, c'est pas Voilà. 2 heures. Parce que sinon, on est parti vers des... Et par exemple, aussi, c'est le PowerPoint. Enfin, c'est un problème, ces PowerPoint. Il faut vraiment bullshit. Non, vraiment, on est là pour discuter, pour échanger. Et si on a quelque chose à dire, c'est Monsieur Bouzon, le patron d'Amazon. Lui, il a interdit c'est très intéressant. J'ai un de mes étudiants qui travaille chez lui. Attention, je parle des 15% qui sont les cadres et managers. Je ne parle pas des 85% soutiers. Ça, c'est autre chose et c'est pas le débat. Grosso modo, les 45 000 cadres, ceux qui font vraiment l'intelligence de cette entreprise. Eh bien, les réunions durent 1 heure. Elle est préparée, ça dure pendant une lecture de 5 à 1 quart d'heure d'un mémo qui est écrit par la personne qui a convoqué la réunion. Et on démarre par la lecture de ce mémo, qui bien sûr pose les problèmes ou les questions qui se posent. Et après 3 quarts d'heure de débat, point à la ligne. S'il y a besoin de se revoir, on refait notre réunion, mais ça permet aussi, et puis bien sûr le compte-rendu avec les décisions. Et je trouve qu'il faut qu'on apprenne, on ne sait pas travailler en groupe. Ça, c'est vraiment, on est tous on est des individualistes, et c'est cet individualisme dans lequel il faut sortir. Super. Yael, c'est la dernière intervention, parce qu'après on va interagir un peu avec le public. Mais j'ai envie de pousser le truc un peu plus loin, parce qu'en fait, le sujet, effectivement, la réunionnite, c'est un vrai sujet, mais c'est plus un sujet pour moi dans les entreprises classiques, pyramidales, que dans les entreprises qui sont dans un mode de management différent. Je pense que les managers vont disparaître en tant que tels qu'ils sont aujourd'hui. Qu'effectivement, il y a des compétences à acquérir pour fonctionner autrement, et c'est plutôt une bonne chose parce que quand on est dans une structure qui n'est plus pyramidale, d'un seul coup, on a l'opportunité de pouvoir avoir une carrière qui n'est pas uniquement verticale. C'est-à-dire qu'on peut s'éclater à faire un boulot, un métier particulier. Je discutais avec un chercheur du CNES qui pilotait des programmes internationaux avec plus d'une centaine de chercheurs. Il a été promu manager, puisque c'était la suite à venir. Et aujourd'hui, il fait de l'administratif et de la gestion des hommes. Il s'emmerde. Il est malheureux comme la pierre. Il dit avant c'était mieux et pourtant c'était une promotion. Parce que c'est un système vertical. Sortir de ça, être dans une logique plus organique, à dimension variable et autoriser des carrières différentes, c'est aussi remettre de l'attractivité. Et c'est pas inverser le système de top-down à bottom-up, parce qu'on reste dans du vertical. C'est inventer quelque chose qui n'a plus rien à voir et qui est quelque chose de beaucoup plus cellulaire, de beaucoup plus organique qu'un machin fermé, coincé et qui supprime la confiance de chacun et de tous. Super. En gros, ce qu'on dit, c'est que pour renverser la pyramide managériale, il faut plus de règles que dans la pyramide managériale. Plus de cadres. Mais ce sont des règles aussi. Ça dépend comment on les appelle. Non, bon, j'ai pas utilisé le bon mot. Plus de cadres. J'ai pas utilisé le bon mot, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette idée de dans les entreprises libérées, c'est le baby-foot, c'est n'importe quoi, voilà. Et ben non, justement, il y a même plus de contraintes, mais sauf qu'elles sont choisies, discutées, remises en question, et c'est ça qui fait que ça fonctionne, quoi. On va passer la... Non, tu voulais rajouter quelque chose ? Complètement d'accord. Super. Donc je ne sais pas ce que ça a pu provoquer chez vous, de la curiosité, de la surprise, de l'étonnement, de la colère. Faites-nous part de vos émotions. Bon, je vais faire part de mes émotions parce que je n'ai pas fait le tour du monde, mais je viens quand même de Cherbourg pour venir vous voir ce soir. Oh, merci beaucoup, on est très flattés. Effectivement, le sujet il est passionnant. Et après, je parle un peu de notre coin perdu de Normandie, parce qu'on est très très loin de Paris, donc d'attirer les plus beaux talents. A contrario, on a un taux de chômage qui vient de passer en dessous de 5%, donc on est en plein emploi. Et aujourd'hui, des emplois qu'on, je vais pas dire un peu sous-estimés chez nous, ils ont la possibilité de prendre un gap énorme, y compris du compagnon jusqu'à un responsable QPE.
Alors après, ce changement, on le sent, c'est un véritable changement de société. Quand on dit la pyramide, je veux dire, la précarité, elle a changé de terrain. Elle est plus côté salarié, mais elle est plutôt côté direction, dans le côté dans lequel on nous a toujours fait grandir, de fidéliser ses collaborateurs. Moi, j'ai essayé de faire du collaboratif, mais je trouve que finalement, ça a ses limites parce que le collaboratif, alors des fois, il y a besoin un petit peu de directif. Et puis, quelque part, on a des clients qui ne nous poussent pas toujours à faire des collaboratifs. Eux-mêmes, quand on est au commerce, ils nous demandent un organigramme, une hiérarchie. Voilà, quelque part, ça va aussi à l'encontre de nos clients. Alors moi, je me prends un peu les pieds dans le tapis parce que mes commerçants, je les fais bosser sur faire le devis des attentes clients et pas le devis de ce que l'on sait faire. Et du coup, on est très très bon, puisqu'on traite plus de 50% de nos affaires. Donc on a bien progressé là-dessus, mais du coup, on se perd un petit peu dans toute la cohérence qui est importante à apporter à nos équipes. Et moi, j'ai plusieurs questions à poser un peu à vous tous, y compris à nos jeunes qui nous pousseront dehors, et j'espère, parce que peut-être qu'ils nous permettront de monter au-dessus, mais enfin, ça, c'est ce que je pensais avant, mais peut-être que je vois plutôt à côté qu'au-dessus. Mais moi, vous m'avez un peu retourné la tête, mais j'ai déjà mes collaborateurs pour ça. Mais j'ai plutôt une question à poser à François. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est un peu la pérennité. C'est-à-dire qu'on est sur des modèles de temps long. Moi, j'ai fait les 50 ans de l'entreprise l'année dernière. Je ne sais pas, Yael, au niveau de son entreprise, quelle maturité elle a. Mais comment est-ce qu'on mêle les générations dans nos entreprises avec ce mode de management? Parce qu'on voit que les anciens ont grandi avec plutôt s'épanouir dans le travail, alors que la génération d'aujourd'hui, elle s'épanouit dans le loisir, hein. Moi-même, je l'assume, hein, mon but, c'est à la retraite, c'est d'aller faire mon tour du monde à la voile. J'adore mon job, mais je préfère le bateau quand même. C'est pour ça que je suis à Cherbourg. Et ensuite, moi, derrière ça, alors je me suis peut-être un peu trop obsédé par un sujet, c'est comment est-ce qu'on donne aux collaborateurs le sentiment de progresser? Si c'est pas de monter, comment on lui fait sentir on lui donne ce sentiment de progresser. Et puis derrière, il y a la légitimité du chef que j'ai mis. Alors, j'ai compris qu'il y avait deux managements. Il y a le management de gouvernance. C'est la première fois que j'entends ça, on peut dire, au niveau de nos codires. Et puis après, il y a le management de projet ou le management de nos affaires avec une organisation un peu plus horizontale. Alors, j'ai pris beaucoup le micro, je le rends. Non, mais merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup pour l'éclairage que vous nous avez fait. Et enfin, dans les jeunes, c'est comment vous estimez que, vous parlez d'accompagnement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui ait la légitimité de vous accompagner. Donc, comment est-ce que vous estimez que la personne elle est légitime pour vous accompagner? Et comment vous dites, ah bah celle-là, elle me fait kiffer, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout. Il y avait une question pour François. Les autres questions étaient un peu pour tout le monde. Donc, vous saisissez la question qui vous parle le plus. Alors, concernant enfin, comment faire cohabiter plusieurs générations. Alors, ce que moi je vois dans mon sud-ouest natal, dans les sociétés ou les entreprises alors il y a une entreprise, je pense à une c'est des anciens étudiants de Kedge d'ailleurs qui ont repris l'entreprise familiale, des clôtures. Hein. Alors vraiment, c'est pas fun du tout. Enfin, n'empêche qu'ils sont aujourd'hui 300 et quelques salariés. Ils construisent, mais aussi ils commercialisent. Par exemple, ils sont deux aujourd'hui, ils sont deux co-présidents, les deux frères. Et il a décidé de ne plus faire de reporting, par exemple, à ses commerciaux. Grosso modo, ils ont 90 commerciaux. Et avec enfin pas des associés, des sociétés qui sont qui mettent en place oui, enfin, voilà. Ils ont eu, quand il a voulu mettre en place des choses un peu innovantes, donc plus de reporting. Par exemple, on demande à faire des vidéos, hein, une nouvelle installation par exemple, plutôt que d'avoir les chiffres mensuels. Il dit les chiffres mensuels, je les ai déjà. Je sais exactement si ça fonctionne ou fonctionne bien. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'innovation, des choses nouvelles. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les filmer, mais avec tous ces outils-là, maintenant on peut filmer tranquillement. On interviewe le client qui dit tout son bien et on va le diffuser. Alors on diffuse en interne et en externe. Et ça crée... Alors, il y a quelques réfractaires, c'est vrai, mais ils sont autant jeunes que vieux, entre guillemets. Et ils ont effectivement eu, je dirais, quelques bons commerciaux qui ont quitté
et qui ont préféré aller à la concurrence. Et il y a des jeunes aussi qui ont été un peu désarçonnés parce que c'était aussi la façon dont les primes étaient distribuées. Il est au CJD, ils sont au CJD, au Centre des jeunes dirigeants. Et malgré tout, ils ont pu recruter plein de gens, alors jeunes mais moins jeunes, qui sont venus aussi. Je pense chez Poult, mais Poult, ils ont quand même eu 20% des agents, pas des agents, excusez-moi, des contremaîtres qui ont quitté l'entreprise. Sur les 5 ans dans lesquels l'expérience, entre guillemets, parce que Poult s'est terminé en termes de cette démarche, mais n'empêche qu'effectivement, il y a eu... mais je dirais que c'est au-delà des générations. C'est-à-dire que c'est pas des jeunes, des vieux, c'est vraiment, on adhère. Alors il y a sans doute peut-être des gens un peu plus psychorigides quand on a 50 ans que quand on a 20 ans, mais il y en a aussi qui ont 20 ans et qui attendent de devenir manager ou ils ont fait une école de commerce et ils veulent vraiment, ils sont très déçus quand on leur dit bon voilà. Et pour compléter, les premières entreprises libérées, celle qu'on dit la toute première, c'est l'entreprise Gore qui fabrique le Gore-Tex. Vous connaissez le Gore-Tex, ça date des années 50. 58. Donc ces générations-là l'ont vécu. C'est des gens qui sont partis à la retraite maintenant. Ou au cimetière. Oui. Donc, Imfusio, ça fait 15 ans que ça existe. Donc on n'est pas une start-up. Oui, le sujet en fait, ce qui est intéressant dans ce changement de fonctionnement, c'est qu'au lieu d'être dans une logique de carrière avec des enjeux de compétition pour atteindre un statut social ou un sigle ou un titre qu'on cherche à avoir pour être reconnu, en fait, ça permet de se recentrer sur soi-même et finalement de se poser la question de quoi j'ai besoin moi et qu'est-ce qui fait sens pour moi et pour ma vie. Et donc de réfléchir non plus dans une logique de carrière, mais dans une logique de réalisation de soi autour d'un projet collectif. La conséquence de ça, c'est que chez nous, par exemple, on considère que l'entreprise n'est qu'un véhicule au service du développement d'un objectif collectif et aussi de développement personnel de chacun. Et donc, à 3 exceptions près en 15 ans de personnes chez qui la greffe n'avait pas prise, donc ils sont partis au bout d'un an, au plus au bout d'un an. Toutes les autres personnes qui ont quitté l'entreprise l'ont quitté pour créer leur propre activité et pour changer de vie. Personne n'est parti pour aller chez un concurrent, voir si l'herbe était mieux ailleurs. Donc c'est cette logique de sens et de réalisation de soi et de se poser les vraies questions qui font la différence, qui est à l'œuvre dans ces... C'est-à-dire que le but de l'entreprise n'est plus forcément de gagner de l'argent, ça c'est le but officiel, mais c'est le développement personnel, c'est que chacun soit bien. Et gagner de l'argent, c'est un moyen pour y arriver. Une conséquence aussi, et un moyen. Il y a, je ne sais pas, votre entreprise, monsieur, vous êtes combien? Une petite centaine? 115. La transition, entre guillemets, si vous me permettez, c'est 2 années, et si vous êtes le chef d'entreprise ou les quelques personnes, vous allez ramer pendant 2 ans. Au sens où c'est vraiment un gros effort. Vous êtes un évangéliste, pour reprendre une expression que certains ici connaissent. Non, je veux dire qu'il y a nécessité effectivement de beaucoup donner de sa personne au démarrage, parce que vraiment, il y a une incrédulité de beaucoup, que ce soit des managers ou que ce soit même de l'ouvrier de base qui est dans votre entreprise depuis des années, des décennies, et dit mais qu'est-ce que... Attends, il est en train de barge là, le patron est... Allez-y. Pour répondre au changement, moi j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise il y a 5 ans. Il y a 5 ans, elle était dans le mur. Et en fait, quand une entreprise elle est dans le mur, c'est très facile de la réformer. Et aujourd'hui, on a des performances, si on compare par rapport à d'autres entités, qui sont assez exceptionnelles. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'aussi on continue de dire aux gens faut changer. Parce que moi, je ne parle pas de crise, on n'arrête pas de nous bourrer le mot avec la crise. En fait, il n'y a pas de crise, on a juste un monde qui est en mutation, quoi. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça depuis 15 ans, depuis 20 ans. Il n'y a jamais eu de crise. C'est juste un monde qui bouge. Mais comment, quand l'entreprise va bien, on dit qu'il faut quand même continuer de changer, quoi. Alors, juste rapidement, moi, ce que j'ai remarqué tout à l'heure dans votre discours, c'est que vous disiez ça fait 2 ans, on est un peu à bout de souffle, ces trucs-là. C'est bien ce que tu as dit tout à l'heure. C'est Catherine qui l'a dit. C'est pas facile. C'est pas facile et on en bave, on n'est jamais là où on veut. En plus, on s'amuse à être visionnaire, on a toujours envie d'être là, mais voilà. Et puis finalement, quand on regarde, on est parti dans des directions qu'on n'avait même pas imaginées.
Et j'allais dire presque c'est une bonne nouvelle que vous soyez à bout de souffle. C'est-à-dire que c'est l'occasion de retrouver un nouvel élan. Autrement, il faut peut-être changer de sujet. Vous avez vu, il y a beaucoup d'accompagnement aussi, il faut vous faire accompagner. Peut-être que vous tout seul, c'est compliqué. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'apporter tout seul, c'est pas simple, quoi. C'est compliqué. Donc il faut faire comme vous avez fait ce soir, venir s'inspirer d'autres choses. Ça fait partie de l'accompagnement, c'est de voir d'autres exemples. Mais c'est une bonne nouvelle. Je pense que vous avez raison. L'enjeu, c'est pas de changer, c'est d'être dans une dynamique d'adaptation permanente. Et donc, quelle est l'organisation la plus juste aujourd'hui pour pouvoir s'adapter en permanence sans être dans une sensation d'effort continuel qui justement épuise et fatigue. Et donc comment on crée de l'agilité dans le système, comment on fait en sorte que les décisions prennent plus rapidement, qu'il y ait de la subsidiarité, qu'il y ait de la délégation, comment on accélère ça sans que ce soit perçu comme un effort. Et finalement, les meilleures transformations sont celles où les équipes ne se rendent compte que ça a changé que quand on leur dit maintenant on s'arrête et puis on regarde comment on était il y a un an. Est-ce qu'il y a des différences? Et là, ils font wow, putain, effectivement. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là, une vision, un cap clair et puissant et inspirant, et ensuite du travail sur de l'adaptation. Mais c'est pas forcément le plus simple. Isabelle, est-ce qu'on a encore le temps? Oui. Oui. Oui, Est-ce qu'il y a oui. d'autres personnes qui veulent réagir dans le public? Oui, il y en a un petit peu. Bonsoir, merci pour tous ces échanges, c'est très intéressant. Alors, je me présente pour expliquer la question. Donc, moi, je suis chez Vinci Construction Grand Projet depuis 25 ans. Et j'essaye dans mon petit coin de faire des petites modifications sur des grands projets d'ordre managérial pour aller plus vite sur nos projets. Et en fait, je voulais réagir par rapport au fait que vous avez dit tout à l'heure que, effectivement, pour des grands groupes, c'est très compliqué de modifier complètement les organisations, c'est très long, et oui, plus long que compliqué d'ailleurs, tout à fait. Et vous avez parlé de l'ordre de 10 ans, etc., et du fait que le patron lui-même peut changer, enfin, ce qu'on sait évidemment. Et la question que je vous pose, en fait, c'est est-ce que faut-il absolument avoir la vision du leader, puisqu'on est quand même dans cet ordre hiérarchique quand on parle de la vision du leader, ou est-ce que des visions plus ou moins croisées de gens qui sont pas forcément intermédiaires, même en dessous, à la limite dans la hiérarchie actuelle de cette entreprise, peut pas être un moyen de faire avancer les choses par petits bouts et par petites étapes et rebondir systématiquement? Ça, c'est une super question. Qui a envie de répondre? Merci beaucoup. Merci. Je pense que la vision d'un leader dans des grands groupes comme le vôtre, elle est forcément très macro. C'est qu'est-ce que l'entreprise, quel est le rôle de l'entreprise pour le monde aujourd'hui et demain. Voilà. Et du coup, si elle est à la fois très macro mais suffisamment cadrée, ça donne de l'espace et un cadre d'action où effectivement vous pouvez mettre en œuvre un certain nombre de choses, parce que sinon, si ça doit être tout validé par le top, c'est pas possible, enfin, ça ne peut pas fonctionner. La complexité, la difficulté, c'est quand la vision n'est pas claire ou qu'elle change et qu'on met en œuvre des choses qui ne sont pas sécurisées, comme tu disais tout à l'heure, par le reste du système. Ça peut générer des choses très très efficaces et très positives pendant un temps donné, mais à un moment, les interfaces en interne vont créer des frustrations très fortes, des frictions très importantes, et ça va épuiser les personnes qui ont bougé et qui fonctionnent autrement, et qui vont se sentir agressées, et puis trouver ça injuste, et qu'on ne pourront plus, et qui auront soit changé de job, soit déprimés, soit finir en burn-out, parce qu'ils passeront trop de temps à lutter contre un système qui dit c'est pas ça qu'il faut faire, et qui est beaucoup plus puissant qu'une petite équipe qui a travaillé. Donc le danger, il est là. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir un lien et d'avoir une vision forte pour pouvoir engager ces choses-là. En revanche, ça ne peut fonctionner que par des petites... C'est du labo, hein, c'est des petites actions, des petits endroits qui font les petits pas et qui font la transformation derrière. Nécessairement, si on fait un plan global, c'est du top-down et ça ne sert à rien. Ce que j'allais dire, même pour compléter un petit peu, tu m'en prendras si je dis pas bien. Regardez déjà ce sur quoi vous avez du pouvoir. Il y a des choses qui vous sont imposées. On vous demande d'utiliser tel logiciel.
bon, il fonctionne pas bien et tout, c'est énervant, mais n'empêche qu'on vous le demande et ça, vous êtes obligé de le faire. En revanche, la manière dont vous parlez à la cafette, ça n'appartient qu'à vous, entre collègues d'une équipe. La manière dont vous menez vos réunions, ça n'appartient qu'à vous. Et là, c'est un terrain de jeu juste génial, quoi. Oui, enfin, au niveau de la vision, je pense qu'il y a un élément central qui est les valeurs de ce que contient cette vision. Et l'éthique des pratiques me semble être essentielle, c'est-à-dire l'adéquation entre la vision et les pratiques à développer ou qui existent. Et souvent, il y a un gap entre la vision, c'est-à-dire que c'est quoi nous demain ou après-demain, et quelles sont les pratiques nouvelles à faire émerger. Et ces pratiques à faire émerger, ça nécessite effectivement de s'interroger sur dans cette vision, quelle est l'éthique de la vision et quelles sont les pratiques éthiques qu'il faut développer. Et c'est ça qui est un des enjeux aujourd'hui, à mon avis, des managers, enfin des dirigeants. C'est cette dimension-là. Et il doit être très très attentif à cette dimension, à ce qu'il n'y ait pas un écart trop important entre la vision et les pratiques actuelles, ou tout au moins faire en sorte que les pratiques, elles évoluent vers des visions. Voilà. Merci beaucoup. Vous aviez envie de réagir? Oui. Juste, moi, ce qui m'a fait tilter dans votre question, c'est est-ce qu'il peut y avoir plusieurs voix? Est-ce que c'est juste la voix du manager ou est-ce qu'il peut y avoir plusieurs voix? Et moi, je dirais réponds oui, quoi. Parce que finalement, plus on va laisser la possibilité aux gens de s'investir, de s'engager en ayant des propositions, plus c'est incroyable pour eux déjà. Et en plus, vous allez rentrer dans une dynamique collective encore plus forte. Parce que oui, la vision, la mission, nous on l'a vu, c'est quelque chose aujourd'hui de tellement engageant quand elle est précise et quand elle est incarnée. Mais on a besoin que ce soit quelque chose qui vienne aussi du bas et qui soit incarné même en bas. Et là, je suis complètement à fond dans ce que vous dites et je dis mais oui, complètement. Et je voulais juste ajouter mon petit grain de sel à la question d'avant parce que vous m'avez fait réagir. En fait, je pense qu'aujourd'hui, moi je suis picarde, donc je suis à fond dans votre... je comprends très bien. Et mes parents sont agriculteurs. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué dans le comportement de mes parents, parce que c'est un métier très difficile, et je voulais juste réagir par rapport au fait que vous dites, bah oui, bon, moi, mon travail, c'est mon travail, puis après, bon, il y a mon loisir. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes pensent autrement. En fait, moi, j'ai envie de faire de mon travail mon loisir. J'ai envie que ce soit un jeu pour moi. J'ai envie que ce soit passionnant, que ce soit vibrant. Et dans l'agriculture, ce qui m'a toujours marqué, qui est quand même un métier très compliqué. En plus, ils sont éleveurs de vaches aussi, donc vous voyez, ça va jusqu'au bout. Et finalement, ce qui m'a toujours marqué, c'est la passion qu'ils avaient. Et mon père, il se lève à 5h du mat, il se couche à 22h tous les jours, et c'est pas un travail pour lui, quoi. Donc voilà, juste pour réagir. Merci beaucoup, ça c'est... On sent que tu l'as au fond de toi et c'est bien de l'exprimer comme ça, quoi. On a terminé la table ronde, mais juste avant, j'ai une petite question à poser au public. Parce que la question, c'était quand même, pour être attractif, faut-il renverser la pyramide managériale? Et j'aimerais bien avoir les réponses. Donc j'aimerais que tous ceux qui pensent qu'il faut renverser la pyramide managériale lèvent la main. Donc c'est à peu près la moitié des gens. Non, c'est ça? Et donc ceux qui pensent l'inverse, levez la main. Ah, il y a une troisième voie qui des abstentions. Donc ceux qui n'ont pas d'avis. Non, c'est plutôt 65% pour la pyramide, le renversement de la pyramide. Ah oui, une autre proposition, c'est intéressant. Excusez-moi, Ah, super, merci Isabelle. Pour moi, elle n'a pas à être renversée, elle n'a pas vocation à rester, puisque si vous la renversez, on reste dans quelque chose de vertical. Donc en fait, elle a vocation à être aplanie et à devenir quelque chose de complètement... je sais pas, je fais référence au mode de fonctionnement des bitcoins, à quelque chose de très, très organique, très cellulaire, et où en fait on s'en fout de qui est en haut et qui est en bas, puisqu'on est tous au même endroit. Oui, c'est vrai que le mot renverser, si on inverse une pyramide, ça reste une pyramide, mais à l'envers. Et en effet, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est pas exactement une pyramide à l'envers. C'est une bonne remarque. Oui, plein de réactions. Qui c'est qui veut intervenir?
On prend toutes les réactions et après je vous laisse réagir. Alors, je suis Fatima, je fais ma thèse au Maroc sur le capital immatériel. Et je dis pourquoi pas renverser la pyramide managériale tant qu'on n'a pas de garantie sur la propriété du capital humain lui-même. Donc, on n'a pas de garantie. Un salarié bien, on va dire bien fidèle aujourd'hui, il peut partir demain. Donc autant renverser la pyramide managériale. Voilà. Sur la partie managériale, je pense qu'elle n'est pas la seule concernée. Il y a aussi, j'ai le souvenir d'une RH qui disait, quand j'ai des jeunes qui arrivent dans mon entreprise, avant d'avoir refait mes locaux, ils regardaient, ils disaient, oh là là, ça parle d'un management abscon, et ils faisaient demi-tour. Et je me demande s'il n'y a pas un prérequis qui est aussi de donner les conditions aux managers d'avoir cette ouverture. Et ce que je vois de plus en plus dans les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est qu'on voit un regroupement des services supports et que cette histoire de as a service vient vers les salariés et vers les managers. Et on voit en fait des directions des ressources maintenant qui recoupent direction de l'environnement de travail, RH et DSI, de façon à ce qu'on donne aussi les bons outils qui vont contribuer au confort. Parce qu'un super manager avec les mauvais outils... Oui, je voulais dire, par rapport à la question, il y a quand même beaucoup plus de jeunes, me semble-t-il, ici que de vieux. Donc, enfin, si on prend le pivot à 45 ans, il y a beaucoup plus de jeunes ici. Donc, c'est sûr qu'ils ont envie de prendre des places voilà, de managers. Après, à savoir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'il y a pour les anciens. Parce que c'est la question qui se pose à tout le monde, parce que les jeunes vont devenir des vieux aussi à un moment. Voilà, donc il faut revoir peut-être les choses. Alors justement, la question que je me posais, moi, c'est comment fait-on pour gérer la cohabitation des générations? J'adorerais avoir quelques années de moins et travailler aujourd'hui avec exclusivement des jeunes parce qu'ils sont passionnés, mais on peut aussi être un ancien, on va dire, un senior. Je ne sais pas très bien à quel âge on est senior, 45 ou je ne dirais pas mon âge. Mais comment gère-t-on cette cohabitation, et notamment dans des boîtes comme Vinci, où effectivement on a des échelons, enfin on a des personnes encore qui sont dans l'entreprise depuis 20 ans, 25 ans, voire plus. La difficulté pour du middle management, c'est qu'on s'adapte. Alors je prends mon cas, je me suis adaptée aux nouvelles générations, c'est passionnant effectivement, cette fusion des idées, mais on peut avoir une hiérarchie au-dessus qui est de l'ancienne génération, camper dans son poste, surtout qui ne veut pas bouger, et je ne sais pas comment. Donc pour du middle management, vous avez à la fois, vous dépendez d'un manager à l'ancienne, et vous-même vous gérez des jeunes. Ben, comment on fait, quoi? C'est-à-dire qu'on attend que cela soit parti. Je ne sais pas. Vous, le sociologue, est-ce que vous avez des choses à nous exprimer pour essayer de gérer quand on manage des jeunes équipes et qu'on est soi-même managé par des managers à l'ancienne? Voilà. Il y a une dernière réaction, et après je vous demanderai aussi d'être synthétique dans la réponse, en sachant que je vous inviterai après la deuxième table ronde à partager un verre. Vous pourrez peut-être plus approfondir les questions que vous avez. Après, il y a peut-être une troisième voie, mais je ne sais pas si elle est très sexiste, c'est de demander à Deliveroo et aux chauffeurs Uber, ils n'ont plus de manager, ils ont un algorithme qui leur dit quoi faire, et s'ils ne sont pas contents, il n'y a pas d'entretien, et de toute façon, si vous voulez faire un procès, leur direction, elle est quelque part en Californie, certainement, donc bonne chance pour faire un procès. Donc effectivement, là, on a un exemple sans manager, je ne suis pas forcément sûr que tout le monde est convaincu. C'est pas des salariés. Est-ce qu'ici il y a des réactions rapides? Alors, par rapport donc à la cohabitation, je pense qu'assez simplement, les vieux cons, il y a aussi les jeunes cons, et que, enfin moi d'expérience, et là je vous le dis avec tout l'âge que j'ai, c'est pas la question de la jeunesse, c'est pas la question. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de psychorigides,
à la cinquantaine venue. Mais moi, dans l'expérience que j'ai, je pense à la mutuelle pour laquelle je travaille maintenant depuis 3 ans, enfin, dans lequel j'accompagne le DRH et le DG dans leur transformation. Ils sont 47 000 salariés, hein, pour vous dire, c'est quand même pas la petite structure. Bon, les réticences, elles sont un peu partout, quoi. Et de la même manière que l'enthousiasme ou que l'innovation est un peu partout. Et qu'il suffit qu'on autorise et que les gens... il y a une liberté de parole qui commence à s'instaurer. Le co-développement en particulier, parce que c'est autour de ça que cette mutuelle est en train de développer le relationnel. Donc l'écoute mutuelle, les gens s'ouvrent. Alors ça veut dire qu'effectivement, tout le monde ne s'ouvre pas au même moment. Bon, mais il y a des démissions, c'est vrai aussi, c'est vrai. Je me permets de te couper, François, parce que là, il faut être très synthétique. Mais... Je peux juste ajouter une dernière chose, un exemple super concret de notre voyage. On a rencontré quelqu'un en Afrique du Sud, un dirigeant, qui nous a dit, en fait, c'est pas du tout une question d'âge. Clairement, il m'a dit, moi dans mon équipe, il nous a dit, dans mon équipe, j'ai une femme de 52 ans qui a besoin de trouver un équilibre vie pro, vie perso hyper important et qui a besoin de flexibilité et je lui accorde. Et j'ai un gamin de 21 ans qui est là et qui a juste pour but de gagner plus. Et si je lui dis tu travailles 10 fois plus, il va travailler 10 fois plus pour 1 000 € de plus. Et en fait, il dit mon job aujourd'hui en tant que CEO pour faire cohabiter un peu toutes ces personnes, toutes ces personnalités, c'est d'avoir le plus de données possible au cas par cas. Une entreprise, une équipe, c'est une accumulation de personnes. Et il dit moi, je sais exactement pas ce que cette équipe veut, mais ce que cette personne dans cette équipe veut aujourd'hui, à l'instant, pour son mois, pour plus tard. Et c'est ça qui me permet de faire mes choix, mes décisions et de faire cohabiter tout ça. Merci. J'ajoute juste un dernier truc. En fait, je suis complètement d'accord sur l'idée que c'est pas une question de génération. Nous, en école de commerce, aujourd'hui, on a des gros psychorigides. Hein. Non mais franchement, hein, pire que... Enfin, je dis pire, mais je pense que ça arrive... facilement à un niveau de quelqu'un qui a vraiment pas envie de changer et qui est du coup un manager peut-être un peu sur des postures archaïques. Mais nous, on a des gros rigides en école de commerce, donc là-dessus, c'est pas forcément une question d'âge. Et j'ajouterais juste, finalement, dans les personnes plus âgées, il y a de l'expérience à aller chercher aussi. Et nous, dans les entreprises qui essayaient de gérer cette relation parfois conflictuelle de génération, c'était aller chercher la fraîcheur chez les jeunes et aller chercher l'expérience, les compétences, le partage justement de ces compétences-là chez les plus anciens. Et c'est comme ça qu'on arrive parfois à faire matcher les deux. Super, mais c'est exactement ça. Bien dit. Un grand merci, j'espère que ça vous a plu. Et on se tiendra tout à l'heure là pour discuter un petit peu plus. Et sans transition, je commence tout de suite cette deuxième table ronde. Et donc, j'invite Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institute, Faria Shah, cofondatrice de Golden Bees, et puis professeur Laurent Chapanet, directeur général des arts et métiers. Notre sujet, donc, il y a beaucoup d'interactions avec la première table ronde, même si on avait fait un focus sur le renversement de la pyramide managériale. Comme vous avez pu voir, on a aussi abordé le sujet de l'attractivité et qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en tant que futurs salariés ou salariés déjà en entreprise. Voilà, pour avoir une motivation tous les matins au travail, on va continuer de manière un peu plus large, on va dire, le sujet. Sur cette deuxième table ronde dédiée donc à l'attractivité et aux aspirations des collaborateurs. Je me retourne tout de suite vers vous donc vous êtes directeur général des arts et métiers. Peut-être un premier mot, parce que donc c'est vous quand même qui formez ces jeunes avec ces nouvelles aspirations. Donc peut-être quelles sont-elles en complément de tout ce qui s'est dit, et aussi peut-être comment vous faites évoluer aussi vos formations, peut-être en fonction de ces nouvelles aspirations. Merci pour cette question qui n'est pas très simple, parce que je ne m'occupe pas de tous les jeunes de France. Hein. Voilà, j'ai une école d'ingénieurs déjà, donc ça catégorise un petit peu. Et il y a 6 000 étudiants et une école d'ingénieurs qui tente d'emmener ces jeunes vers l'industrie. Voilà. Les tendances qu'on voit actuellement, je pense qu'on a passé un peu un cap où les jeunes cherchaient plus d'autonomie et fuyaient un peu les grands groupes. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sorti de ce champ-là. Donc on a vu dans l'insertion professionnelle de nos étudiants à Bac+5, avec un diplôme d'ingénieur, une baisse régulière du nombre d'étudiants qui intégraient
un grand groupe au profit d'entreprises plus petites, donc TPE, PME. Et là, c'est l'élément, je pense, qui est un peu plus nouveau. Enfin, on voit des jeunes maintenant qui cherchent à savoir quelles sont les valeurs des entreprises, qui disent « je n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise » et qui mettent moins en avant les questions salariales. Et je pense qu'une partie d'entre eux, alors il y a des rigides, hein, effectivement, je suis d'accord, une partie d'entre eux ont compris que maintenant, leur mission, c'était de faire changer les entreprises et que aller faire changer un grand groupe, c'est un challenge. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Et puis, et bien évidemment, mais on pourra peut-être demander aux étudiants qui sont là, une place de plus en plus forte, une demande de prise en compte de plus en plus forte de ses convictions personnelles, en particulier sur les questions de changement climatique. Voilà. Et donc, des refus d'étudiants, de voyage, d'utilisation de transports polluants, le refus d'aller dans telle entreprise parce qu'on considère qu'elle n'est pas sociale, parce qu'elle est polluante ou ainsi de suite, et qui sont pour nous des problèmes parce que j'ai plutôt tendance à avoir un discours qui est vous avez des convictions, vous avez des aspirations pour une société meilleure. Si vous n'allez pas dans ces entreprises-là, qui va les faire changer? Voilà. Donc, pour moi, en fait, mon combat de tous les jours, hein, je suis aussi passionné par mon travail, c'est d'essayer de motiver ces jeunes à aller quand même dans les grosses entreprises industrielles qui font de la sidérurgie, qui ont des grosses cheminées avec de la fumée noire, parce que c'est eux qui vont les faire changer. Et c'est eux aussi qui changeront les organisations de ces entreprises qui sont peut-être un petit peu pyramidales. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier retour. Je me retourne vers vous, Emmanuel. Après, peut-être quelques mots de présentation sur la Hub Institute. Peut-être nous faire un retour aussi, parce que vous avez élaboré un guide sur les ressources humaines. Peut-être nous apporter un complément d'information sur les salariés qui sont déjà en entreprise. Quelles sont, eux, leurs aspirations? Si ça fait 5, 10, 15 ans peut-être qu'ils sont en entreprise, est-ce qu'ils ont les mêmes envies, ce besoin de s'engager tel que l'on peut le voir dans ces nouvelles générations? Alors, Web Institute, ça fait 8 ans qu'on accompagne les grands groupes dans leur transformation. Alors, on dit digital, mais en fait, c'est business, un peu à cause du digital et bientôt à cause de l'impact positif du RSE, etc. Il y a pas mal de choses qui changent. En gros, on vit quand même un moment où tout le modèle de production de masse, distribution de masse, publicité de masse est un peu en train d'arriver à ses limites. Il n'est pas en train de s'écrouler, mais il frotte. Les grands groupes avec lesquels on parle nous disent qu'ils ont à peu près 30% de candidats en moins. Sur les promos d'écoles de commerce, d'Ager, c'est plutôt des grandes marques. Hein. Donc c'est pas catastrophique, mais ça fait bizarre. Et d'un seul coup, ça veut dire qu'il faut que je passe de filtrer plein de CV à devoir les reséduire toute une partie de candidats. Et je parle même pas sur les profils digitaux où là, ils ont toujours pas compris que c'est pas eux qui choisissaient, mais c'est le candidat qui a 10 offres chaque mois et qui fait ce qu'il veut, s'il fait de la data, du CRM et tout. Et donc si déjà le process, il met 6 mois... L'autre, il a déjà dit oui la semaine après à 3 autres entreprises. Donc là, il y a quand même un gros changement. Et effectivement, on a fait un premier guide qui s'appelle le guide de la transformation digitale. Un deuxième qui sortira en janvier sur le futur des RH du management, qui est dans la transformation. On s'est rendu compte que le sujet culture et organisation est celui qui est le plus problématique. On arrive quand même à la même notion tout à l'heure. C'est pas une question de génération, c'est la société qui a changé en fait. C'est pas alors les plus jeunes le disent peut-être avec plus de véhémence ou parce qu'ils n'ont pas lâché l'affaire, mais finalement on voit que beaucoup de gens plus anciens d'entreprise seraient ravis d'avoir plus le droit d'innover, plus le droit à l'erreur, plus le droit d'ouvrir leur bouche, et même si c'est pas les boss, et si c'est les gens d'ailleurs de l'opérationnel. Et effectivement, on voit bien qu'il y a eu à un moment une volonté d'attendre d'abord d'être bien rémunéré, mais plus ça va et plus on se rend compte qu'il y a deux choses qui rendent vraiment les gens épanouis, et ça on l'a vu un peu dans toutes les études qu'on a vues. C'est d'abord l'impact ou les résultats, c'est-à-dire est-ce que le sens de ce que je fais, de ce que fait mon entreprise me plaît, et est-ce que ces valeurs, pas celles qui sont dans le rapport annuel ou à l'accueil, mais celles qui sont vraiment pratiquées me correspondent, et est-ce que est-ce que mes efforts sont reconnus, c'est-à-dire est-ce que je suis accepté en tant que personne, est-ce que mes efforts, ma performance
et mon métier est reconnu. Donc ça, c'est vraiment le côté impact. Et puis de l'autre côté, les relations. Est-ce que je m'entends bien avec mon boss? Est-ce que je m'entends bien avec mon équipe? Est-ce que je m'entends bien avec mon entreprise? Est-ce que je m'entends bien avec mon écosystème? Si je travaille pour Monsanto, peut-être qu'il y a une ambiance de ouf dans la boîte, mais si à chaque fois que je parle à mon écosystème, tout le monde me renvoie ma famille ou mon entourage, que je bosse dans une boîte pas terrible, effectivement, ça change les choses. Et donc, effectivement, on parle toujours du revenu, mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train d'entrer en compte. Et aussi, et je termine là-dessus, parce que réellement, ce qui a changé avec cette fin du modèle, c'est qu'avant, en gros, je faisais des études, je prenais un CDI dans un grand groupe, c'était prestigieux, j'étais mieux payé, il y avait une carrière. Aujourd'hui, je ne suis pas mieux payé dans certaines startups, voire qu'en freelance. J'ai des gens autour de moi qui ont monté des boîtes. Avant, je ne savais même pas comment faire. Je peux me mettre en freelance. Limite, je peux être au chômage, ça devient acceptable temporairement. Et donc, j'ai plein d'autres choix. Avant, c'était un petit peu ça, je n'avais pas le choix. J'étais, au bout de 5-10 ans dans la même boîte, je n'allais pas démissionner, je n'allais pas lancer ma boîte, je ne pouvais pas lever de fonds très tôt et en étant très jeune. Donc, d'un seul coup, les boîtes doivent accepter que les gens ont le choix, et donc si je suis plus assez séduisant, eh ben effectivement, les gens vont pas venir ou vont pas rester chez moi. Merci beaucoup. Je me retourne vers vous, Faria. Vous êtes donc cofondatrice de Golden Bees. C'est une solution de recrutement que je vais vous laisser présenter. Peut-être du coup nous apporter aussi le regard plutôt recruteur ou entreprise que vous accompagnez dans les recrutements. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'il y a des dissonances, discordances par rapport à ces engagements de plus en plus forts qu'on peut sentir de la part de ces jeunes ou de ces salariés? Avec plaisir. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'abord pour l'invitation. C'est vraiment avec un plaisir que je viens partager ce témoignage. Je suis effectivement cofondatrice de Golden Bees, donc une société qu'on a lancée il y a 4 ans avec mes 3 cofondateurs. Et on est sur le milieu du marché du recrutement en ligne. Donc on répond à une problématique. On parlait des difficultés de recruter et on l'observe aussi chez nos clients. Aujourd'hui, il y a une problématique pour générer suffisamment de volume sur certaines typologies de clients. Et nous, notre solution, elle permet notamment de faciliter la rencontre entre l'offre et la demande, puisqu'on va automatiser la recherche de candidats d'un côté et de jobs pour les chercheurs d'emploi de l'autre côté. Donc c'est une suite technologique qui permet de le faire. Et moi, je ne suis pas du tout RH, par contre, j'ai été dans une excellente école, c'est celle de l'entrepreneuriat. Et quand j'ai fondé ma start-up il y a 4 ans, j'ai été confrontée aux problématiques que vous connaissez aujourd'hui, l'attractivité, parce que j'avais 0 notoriété. Et en plus, j'avais un nom, c'était Golden Bees, donc 0 crédibilité en fait. Et même je me souviens quand on devait trouver notre premier stagiaire, ça a été le parcours du combattant. Hein. Vraiment, même les stagiaires ne voulaient pas venir dans une boîte qui n'était pas connue. Donc moi, j'ai tout de suite été confrontée à la problématique de comment je fais finalement pour créer non seulement cette attractivité, l'engagement, une fois que cette personne vient à nous, et ensuite la rétention. Donc, ça a été une très bonne école pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il a très vite fallu travailler la présence sur le web, travailler sa réputation très rapidement, sachant qu'en plus, nous, on est sur des métiers technologiques du numérique. Donc, les profils qu'on recherche sont extrêmement pénuriques. On a beaucoup de concurrence quand une start-up vient de se créer, qu'elle n'a pas levé de fonds, qu'on n'a pas de proposition de valeur réelle par rapport à d'autres, en tout cas pas à l'extérieur. Je veux dire, il faut trouver un moyen quand même de convaincre à un moment donné ces personnes-là. Et donc on a beaucoup travaillé cette partie-là et ensuite on a notamment joué énormément sur l'aspect humain, puisque les premiers recrutements venaient de notre réseau et notamment de recommandations. Et une fois qu'on a eu ces profils, ce qu'on a fait, c'est essayer de développer ces talents en interne, vraiment investir sur ces talents pour que demain, ils fidélisent, puisqu'on leur a proposé d'évoluer dans l'entreprise, on leur a proposé de gagner de nouvelles compétences dans les métiers du numérique. Et aujourd'hui, c'est des collaborateurs qui sont encore avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je suis assez étonnée. Je me suis amusée à faire une petite recherche tout à l'heure sur Google et j'ai vu les critères de sélection des recruteurs aujourd'hui en France. Donc, en premier, la motivation. En deuxième, le diplôme, le CV, l'expérience. Et en troisième, les références. Et la prétention salariale arrive en 5e position. Et en 4e position, c'est les soft skills. Et en parallèle, vous regardez les critères des candidats. Premier point, c'est le projet, la mission. Donc, c'est quand même super important de donner envie.
Ensuite, c'est le développement des compétences, l'évolution professionnelle, la culture de l'entreprise et l'équipe, et ensuite le salaire. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est complètement opposé, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, les recruteurs ne prennent pas suffisamment au sérieux, je pense, la culture d'entreprise que recherchent énormément les nouveaux collaborateurs. Et nous le ressent vraiment. Et c'est d'ailleurs un critère de sélection de notre côté recruteur, c'est en gros, si vous ne fitez pas côté culture et valeurs, ça ne passera pas. Voilà. Et c'est donc, on le disait tout à l'heure dans la précédente table ronde, il y a quand même un temps d'adaptation et d'évolution des entreprises. Est-ce que là, c'est vraiment des entreprises qui ne sont pas du tout passées le cap, elles n'ont pas compris ce changement de culture, ou est-ce parce qu'elles sont en phase de transition et qu'elles sont encore un peu à la traîne? Je pense qu'il y a une prise de conscience, parce qu'on en parle énormément et c'est des sujets vraiment qui sont importants. Maintenant, les mettre en place dans une entreprise, c'est quand même difficile. C'est travailler des mentalités, des comportements. C'est pas évident dans les grandes entreprises. Nous, les startups, on est obligé de le faire d'entrée de gamme, en fait. Dès qu'on crée notre société, c'est là où on peut se différencier, c'est notre culture. C'est notre culture, c'est nos valeurs, c'est le sens qu'on donne à notre projet. Et ça, on peut le vendre. Et c'est ce qui fait qu'on a un avantage concurrentiel par rapport aux grands groupes et qu'on arrive quand même à attirer des talents, surtout dans le numérique. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, mais que ça prend du temps et que ce n'est pas évident à mettre en place. Alors moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de grands groupes qui font de la transformation Canada Dry, quoi. C'est-à-dire on fait de la Comcorp, on change le design des locaux, on a mis des nouvelles valeurs à l'accueil. Franchement, quand vous regardez la réalité du terrain, effectivement les candidats ou les jeunes recrutés ou même les plus vieux recrutés tombent souvent de haut parce qu'effectivement la culture, ça reste un truc cosmétique. En France, je pense que c'est pas pris du tout au sérieux. C'est de la com, la culture. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, ou dans d'autres pays, ça va être vraiment la façon dont on fonctionne. Et nous, je parle des grands groupes côté, on a quand même encore beaucoup d'énarques, beaucoup de polytechniciens. Je vais vous dire franchement, la culture, ils en ont rien à battre. Eux, c'est leur PNL, leur rentabilité, leur pouvoir, leur carrière. Ils sont arrivés à un âge, pour certains, assez avancé. C'est pas maintenant qu'ils vont s'amuser à changer leur façon de penser et leur culture. Donc soit tout va bien, ça risque de durer longtemps, soit pour certains, effectivement, on a des boîtes qui commencent à aller mal. On regarde le retail en ce moment, il y a eu les médias avant, les banques vont être les suivantes. Et là, ça va leur faire très bizarre. Et effectivement, il va falloir attendre que ça aille mal pour qu'on puisse effectivement soit éjecter une partie de ces dirigeants-là, ou qu'ils aillent à la retraite, et qu'effectivement on laisse les gens dans leurs équipes faire différemment et qu'on n'ait plus le choix de devoir se réinventer. Mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a une énorme attente côté effectivement candidats ou même salariés. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de directions. Oui, elles vont dire que sur l'emballage, voilà, il y en a quelques-unes qui vont faire les choses, mais je pense que la majorité, ça reste de la cosmétique. Et une question un peu pour tous les trois en lien avec ça. Est-ce que voilà, ces attentes, finalement, ça va s'apaiser au fil des années, ou est-ce qu'on est vraiment à un point de rupture où l'entreprise ou l'organisation actuelle aura pas le choix, devra évoluer? Moi, ce que je vois, c'est que quand les jeunes ne sont pas satisfaits, ils arrêtent. Là, en ce moment, alors, c'est de notre faute, c'est de la faute de la société. Moi, je suis parent, enfin, il y a d'autres qui sont parents. En fait, quand ils s'arrêtent, on les reprend, quoi. Ils reviennent dans leur chambre d'étudiants ou leur chambre de lycéens. Donc, si on ne les reprenait pas, peut-être que ça ne se passerait pas. Mais... Donc, du coup, l'entreprise, elle doit s'adapter. Parce que, alors, la pression peut-être plus ou moins forte. Moi, je m'intéresse plutôt à des entreprises qui sont des entreprises du domaine de la production, enfin des gens qui produisent en continu des produits ou des infrastructures ou des services avec une qualité donnée. C'est-à-dire, j'inclus aussi là-dedans l'hôpital ou des choses comme ça. Bon. Qui sont des systèmes d'organisation où, quand il manque des gens, c'est pas que ça se dégrade, c'est que la production s'arrête. Donc ces gens-là, ils sont obligés de s'adapter. Et alors des fois, ils essayent la cosmétique, voilà. Et puis quand ça rate, ils sont obligés de se remettre en cause un peu fortement, quoi. Mais là, je pense que on est arrivé au bout parce que effectivement, quand les jeunes, quand ça va pas, ils arrêtent. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait, ils ont plein de choix. Donc, si ça leur va vraiment pas, qu'à minimum, ils ont un peu d'études, voire pas, hein, parce que des fois, aujourd'hui, pour être serveur, il y a du boulot, c'est assez ingrat, mais il y a du boulot. Donc, je pense qu'il y a des boîtes, elles vont dans le mur, en fait, réellement, parce qu'elles vont attendre que ça aille vraiment mal. Et
une fois qu'on veut bouger, comme ça prend du temps et qu'il y a de l'inertie, quand on se rend compte, on voit dans la grande distribution en ce moment qui est en train de se réveiller et passer de ça marchait très bien avec des faibles marges à ça marche juste plus assez et là on perd de l'argent, que ce soit chez Auchan, Carrefour, Casino, c'est un peu la panique chez tout le monde. D'un seul coup on se rend compte qu'on n'a pas la bonne culture, on n'a pas les bonnes compétences, on ne va pas devenir expert en IA la semaine prochaine, et donc souvent on peut tenir un certain nombre d'années sur sa notoriété, sur son business model qui continue de tourner, mais en fait on se rend pas compte qu'on n'est pas en train de construire la suite, et quand on se réveille souvent ça se passe très mal. Alors il y en a qui arrivent à s'en sortir, la Redoute a failli faire faillite et au dernier moment il y a 2 personnes de l'équipe qui ont repris la direction, qui ont réussi à convaincre les syndicats, mais vraiment borderline, il y a quand même un plan social assez important, et finalement ils ont réussi à se réinventer parce que de toute façon c'était ça où tout le monde, on fait vraiment faillite et on dépose vraiment le bilan. Après, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour certains, et c'est vrai que pour certains, il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas forcément des boîtes familiales. Les grands groupes, c'est plutôt, je vais être très franc, des mercenaires qui sont à la tête. Eux, ils sont déjà en train de réfléchir à leur le prochain poste, et à la limite, s'il faut, on coupera les coûts dans un premier temps pour tenir les chiffres. On n'investira pas, et j'ai envie de dire, la merde, elle sera refilée au suivant, bonne chance dans 5 ou 10 ans quand on n'aura pas fait les bons choix. Alors peut-être qu'eux seront forcés de les faire, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, voilà, dans les groupes familiaux, même des grosses boîtes, on voit, et effectivement, le VMH va très bien, le groupe Rocher va très bien, parce qu'ils sont aussi dans ce côté, je ne suis pas là pour faire un coup, ou je serai toujours là dans 2, 3, 5, 10 ans, où ça sera mes enfants. Et donc, effectivement, on doit investir. Donc on pourrait se dire pourtant les groupes familiaux, pour être les plus traditionnalistes et les moins innovants, je trouve que finalement ils ont une capacité des fois à faire des vrais choix ou à faire des vrais investissements dans des choses pas toujours faciles parce qu'ils ont une vision long terme. Moi je rejoins mes 2 co-speakers. Je suis assez d'accord sur le fait que il faut réagir, mais je pense qu'il y a des actions de fond à mener en fait. Ça commence par les formations. Sur la façon de recruter. Il faut vraiment, je pense, changer la manière dont on procède aujourd'hui. On est enfermé dans des cases où on veut recruter la personne en cochant toutes les bonnes cases, et finalement on passe à côté de ces profils qui justement peuvent faire la différence, apporter l'innovation et surtout qui peuvent impulser une culture de l'innovation, mais aussi une culture comportementale qui est importante. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, du recrutement, que ça commence vraiment. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Enfin, nous, on a une solution, par exemple, et ça m'a toujours fait halluciner, on a une solution qui permet de scorer les CV. C'est du scoring sémantique. Donc, en fait, en fonction du profil du candidat et donc du CV et du contenu de l'offre d'emploi, on peut voir si ça match et à combien de pourcents. Et les recruteurs ont la possibilité, en fait, de soit sélectionner le CV, soit l'éjecter. Et dans 99% des cas, ils sélectionnent les CV dont le score est extrêmement élevé. Ça veut dire que tous les CV qui sont venus vers ce recruteur, mais qui ne correspondent pas à 100% à l'offre d'emploi, sont mis de côté. Ce qui est vraiment dommage, parce que dans les profils atypiques, on a des pépites, on a la possibilité de faire émerger ces talents si on investit dès le début dans le développement des compétences de ces personnes-là. Et c'est peut-être mieux de faire dans ce sens-là plutôt que se dire je vais prendre une rockstar, un haut potentiel et qui ne fit pas du tout avec la culture de l'entreprise et qui va partir dans quelques mois, et finalement le coût de l'investissement sera beaucoup plus important. Donc voilà, je pense qu'il y a une logique à revoir dans ce sens-là. C'est un peu tout le complexe de vouloir innover avec des gens qui n'ont que coché les bonnes cases. Alors après, ils sont ravis d'aller dans les startups. Bon, elles ne vont pas toutes survivre. Donc il y en a certains qui seront aussi ravis de retrouver un CDI dans un grand groupe un peu plus tard, parce que les startups, ce n'est pas que la panacée. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte que les DRH, il y a encore 15 ans, ils utilisaient la graphologie pour recruter, quoi. Donc là, on passe un peu de la graphologie à l'IA, donc c'est un peu violent aussi. Et je ne dis pas que c'est la faute des RH, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Il y a beaucoup de droit du travail, et c'est souvent les managers qui leur imposent ces critères-là aussi. Mais c'est vrai que quand on voit en termes de mixité, de diversité, bon, c'est en train de bouger un peu enfin en tout cas on en parle. Après, il faut encore regarder la mixité des COMEX, on n'y est encore pas du tout. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même un potentiel de jeunes à aller chercher, enfin de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, quand on dit qu'on ne trouve pas de candidats. Et je suis assez étonné aussi que certains grands groupes ne montent pas d'école. On dit qu'il manque
manque de développeurs, monter des écoles et former 500, 1000 développeurs par an. Quand Xavier Niel, c'est lui qui finance avec ses propres fonds École 42 ou Station F, voilà, peut-être qu'il y en a, il ferait bien aussi de participer à financer ce type d'école pour rééquilibrer et puis donner peut-être plus de chance à des gens qui étaient sur la touche en 2-3 ans pour en faire des bons développeurs et leur ouvrir une belle carrière. Je rajouterais juste une chose par rapport à votre question, c'est il faut, je pense, s'intéresser aussi au comportement des candidats et des personnes en général qui ont énormément évolué. Aujourd'hui, on est en recherche d'autonomie, on est en recherche de beaucoup plus de flexibilité, d'agilité, de liberté, chose qu'on n'a pas forcément dans les grands groupes et parfois même dans certaines startups. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la génération des freelanceurs qui est en train d'exploser. Il y a beaucoup plus d'indépendants dans toutes les typologies de métiers, même dans les métiers de développeurs. Tout ce qui est digital, voilà, on devient auto-entrepreneur très facilement, on est vraiment dans l'ubérisation. Et de ce fait-là, ils ont le choix, en fait. Ils ont le choix de se dire, je vais dans une entreprise qui me correspond à tous les niveaux, et notamment la culture, mais aussi d'autres aspects, le projet, l'innovation, la capacité d'évoluer. Soit je le fais de mon côté, et aujourd'hui, ils ont le choix. J'ai l'impression que des entreprises qui s'en sortent bien sont celles qui proposent vraiment un projet collectif, l'aventure collective. On va réussir à faire ça ensemble. Et j'ai l'impression que c'est effectivement ce que les jeunes cherchent avec tous les mécanismes de réussite collective, de manière de se féliciter. J'ai l'impression que ceux qui l'ont fait, et c'est souvent par rapport à ce tout à l'heure, c'est peut-être effectivement, je suis d'accord sur les questions des groupes familiaux, où à un moment, l'entreprise était, monsieur Hadi, était dans le mur. Et si ça n'avait pas été une entreprise familiale, peut-être tant pis, on aurait lâché le truc. Mais comme elle est familiale, on s'y attache. Et là, on construit un projet collectif et on se rend compte qu'effectivement, en allant chercher des profils atypiques, il faut peut-être mieux prendre celui qui a envie, même s'il n'a peut-être pas toutes les compétences, parce que lui, il a envie de participer à ce projet collectif. Et ça, c'est ce que vous transmettez aussi dans les formations que vous avez? Est-ce que vous les préparez à être agile et Oui, parce qu'on voit en fait notre défi à nous, pédagogues, aujourd'hui, c'est pas d'amener de la formation à des jeunes, parce que de toute façon, la formation, elle leur vient tout seul. C'est surtout de générer de la motivation chez eux pour qu'ils apprennent, pour qu'ils développent des compétences. Et donc, on est toujours à chercher comment générer de la motivation. Et on voit que là encore, c'est souvent le projet collectif, le défi, la compétition, la compétition bienveillante. Et c'est là-dessus. Et quand ils retrouvent ça en entreprise, ça marche. Et alors, il faudra peut-être former les futurs dirigeants ingénieurs. C'est que là où on a des très bons ingénieurs en France, on n'a pas des très bons ingénieurs marketeurs. C'est vrai que les ingénieurs en France, c'est d'abord je fais et après je dis. Le problème, c'est que si vous regardez les États-Unis, Elon Musk, il vous dit on va aller sur Mars, Jeff Bezos, on va aller sur la Lune, on va réinventer la mobilité et c'est toujours très casse-gueule et il y en a plein qui se plantent, mais c'est vrai que d'un seul coup, quand on regarde par rapport à ça, nous, on va changer le packaging avec un nouveau goût et on va mettre 3 options de plus dans la voiture, même si on sait bien le faire. Je trouve que des fois, on a des belles boîtes, quand même, malgré tout, dans le CAC 40, mais des fois, on a un peu du mal à faire rêver, alors que quand on va voir dans les usines, il y a plein de métiers super passionnants, mais déjà, tout ce qui est industriel, on a un peu du mal à en parler parce qu'on a l'impression que c'est sale, alors qu'en fait, des fois, c'est beaucoup plus intéressant en termes d'innovation que de faire une appli de dating ou un chatbot. Donc, je pense aussi qu'il y a un boulot aussi de... Il ne faut pas retomber dans la cosmétique, mais de sens, de valoriser ce qu'on fait et puis d'accepter de temps en temps d'être un peu ambitieux dans la vision qu'on veut communiquer. Parce qu'effectivement, voilà, les gens, ils ont envie d'un projet, d'une mission. On sait bien qu'on va peut-être pas le faire la semaine prochaine, mais faites-nous rêver on fait un truc qui a l'air un peu passionnant pour dans 5 ans, que juste se dire, bon, je prends un job de chef de projet en CDI pour faire ce petit bout du petit truc de demain. Et là, on voit qu'en ce moment... les défis énergétiques et développement durable sont des défis où alors on dit on continue à faire le même produit avec la même qualité, mais notre défi c'est maintenant d'économiser de l'énergie, de faire moins de déchets, et ainsi de suite. Et ce sont des choses qui marchent aussi. Il y avait une étude, je crois, de l'Ipsos qui montrait que l'environnement, la prise en compte du changement climatique dans les projets d'entreprise était quand même un facteur plus que nécessaire pour pouvoir, pour facteur motivant en tout cas dans les entreprises.
Moi, j'avais juste une question. Je rebondissais sur le fait que vous formez des ingénieurs et on parle aussi un peu de ce profil-là. Mais est-ce que, du coup, c'est toutes les catégories socio-professionnels qui peuvent être concernés par cette expression de besoin, enfin d'expression d'agilité, de prise en compte des valeurs et d'engagement. Mais est-ce que, par exemple, le compagnon sur un chantier, il va être aussi pris en compte dans ses attentes, ou est-ce qu'il y a une différence, on va dire, en fonction du niveau d'études? Non, on va être très franc, c'est pas que le niveau d'études, hein, c'est où on est en France. Enfin, on regarde les gilets jaunes, il y en a, ils sont juste en train de se demander comment ils vont bouffer à la fin du mois. Donc ils aimeraient pouvoir faire attention au sens de leur boîte et aux valeurs. Déjà, ils aimeraient juste trouver un job à moins de 100 km avec du gasoil qui coûte pas trop cher. Donc oui, évidemment que là, je parlais plutôt des grands groupes et des gens qui ont un diplôme qui leur donne un minimum de choix. Ça veut pas dire que pour eux, ils vont être contents d'être dans une entreprise dégueulasse avec des mauvaises valeurs. C'est juste des fois, ils n'ont pas toujours le choix de pouvoir ajouter ce critère-là en plus. Maintenant, malgré tout, c'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours l'entourage ou les facilités, mais de plus en plus, on va pouvoir apprendre. Si j'ai une connexion Internet, quelque part, si j'avais la motivation ou les gens pour m'épauler, me donner envie ou me conseiller, je pourrais devenir développeur quasiment tout seul, en me formant à distance ou en trouvant une école. Où il y a des modèles aux États-Unis, par exemple, on vous paye des études et vous rembourserez sur une partie de vos revenus. C'est pas légal en France, mais bon, on pourrait faire un prêt. C'est souvent qu'on ne sait pas en fait quoi faire ou comment faire. Mais tout ça, ça va aller de plus en plus vite. On voit le succès quand même des tutos sur YouTube. Alors ça fait pas forcément un job et une profession, mais il y a quand même une démocratisation de l'accès à l'information qui va aider des gens à trouver des nouveaux ou à inventer des nouveaux jobs en fait quand on leur en propose pas. Maintenant, il faut pas se leurrer. Oui, je pense qu'il y a quand même une dichotomie entre Paris, les grandes métropoles et puis malheureusement certaines zones en France qui sont sinistrées, quoi. Je suis assez d'accord. Je rajouterais pour alimenter ce que vous venez de dire. On peut se former. Alors moi, il y a un point de vigilance par rapport à ça, parce que je trouve que la formation des développeurs qui sont un petit peu les petites mains en fait, hein, c'est des développeurs on va dire de premier niveau, même si c'est très bien. Beaucoup de PME en ont besoin, je suis bien d'accord. En revanche, on est aussi d'accord qu'il y a quand même des logiciels aujourd'hui qui sont capables de développer des sites internet de manière hyper rapide. Microsoft en a déjà sorti. Je pense pas que ce soit là qu'il faut investir, en tout cas dans le développement des compétences. Je pense qu'il faut plutôt aider les personnes qui trouvent pas justement des entreprises qui leur correspondent à tous les niveaux, ne serait-ce qu'une entreprise déjà, peut-être aller vers les plateformes qui ubérisent et les métiers. Aujourd'hui, vous pouvez faire des métiers manuels dans vraiment tous les domaines, avoir une agilité, votre flexibilité au niveau des horaires, être un entrepreneur sans avoir les contraintes de l'entrepreneur. Je pense que c'est vers là qu'on doit diriger les gens qui s'y retrouvent pas et finalement effectivement si on les accompagne un minimum, il y a une vraie solution qui se trouve à ce niveau-là. Donc je dis pas que tout le monde doit devenir Uber, hein, c'est vraiment pas ce que je dis. Il y a vraiment beaucoup de métiers aujourd'hui et des plateformes, ce qu'on appelle les plateformes collaboratives, hein. Aujourd'hui vous pouvez designer des logos, vous pouvez intervenir chez quelqu'un pour faire de la réparation, vous pouvez faire de la peinture, vous pouvez faire de la garde d'enfants, d'animaux, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le statut d'auto-entrepreneur et choisir finalement votre salaire en fonction de la charge de travail que vous acceptez d'avoir. Dernière question avant de me retourner vers le public. Quelle est la place en fait, du travail pour ces salariés ou ces futurs salariés? Ce que j'entends par là, aujourd'hui, il y a une envie de dissocier vie professionnelle et vie privée qui est quand même de plus en plus importante. En même temps, la frontière est très mince. Il y a une volonté que la place du loisir reste très importante. Aujourd'hui, la place du travail? Je ne suis pas sûr que la question se pose comme ça. Je pense que vous l'avez bien dit, hein, c'est un tout. Est-ce que je m'éclate dans ce que je fais sans me poser la question de savoir si c'est la partie vie personnelle, la partie travail, la partie formation. Et nous, dans la formation, on essaye de faire ça en disant, on constate que les études, c'est rébarbatif, il faut se forcer, voilà. Et puis à côté de ça, on voit des étudiants qui, dans leur vie associative, alors nous, en plus, dans des grandes écoles, on a quand même, c'est assez fermé comme milieu. Là, il y a des passions qui se développent, ils sont capables de faire des trucs formidables sans qu'on leur demande. Donc nous, on essaye justement de dire il faut qu'on mixe beaucoup plus
études, enfin, qu'on déstructure les choses pour beaucoup plus mélanger études et vie étudiante, parce qu'on se limite quand même à cette partie-là, quoi. Donc on essaye de mettre des enjeux de formation, de développement de compétences dans la vie étudiante. Et je pense que du coup, voilà, la question de séparation vie personnelle, vie professionnelle, et comme en plus l'accès à l'information fait que tout ça c'est maintenant détemporalisé, bon, là où on coince, c'est que nos profs, quand on dit on détemporalise, si on leur dit ben non, le cours c'est plus de 8 à 10, mais c'est quand l'étudiant veut, là je coince. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est séparer le pro du perso, c'est plutôt de plus devoir être différent dans la vie pro que dans la vie perso. C'est-à-dire que si je dois jouer à un jeu et oublier qui je suis, oublier mes valeurs, m'habiller en costume alors que j'aime pas ça, me comporter différemment, ouais, on le vit comme une souffrance. Si demain on me donne de l'autonomie, de la liberté, que si effectivement j'ai besoin de faire une demi-heure de trucs perso dans la journée, mais qu'à la fin c'est les résultats qui comptent, c'est pas le présentéisme, je pense pas du tout que je vais vivre ça comme mon boulot prend trop de place et j'ai besoin de me libérer du temps pour m'éclater. Donc je pense que c'est plutôt repenser la façon dont on mixe les deux et ce qu'on demande. Et il y a quand même tout un tas de contraintes un peu débiles de l'ancien monde où on n'a plus vraiment envie de jouer le jeu, en fait, puisqu'il n'y a plus les avantages qui vont avec. Donc je pense que c'est plus dans cet équilibre-là, mais effectivement, toujours sens, valeur, reconnaissance et qualité des relations pour avoir envie de venir et de passer du temps. Moi, je suis assez d'accord. Séparer la vie pro, vie perso, c'est pas vraiment le sujet sur lequel on doit mener des actions. Je pense qu'à un moment donné, les entreprises doivent s'adapter parce que c'est un sujet très important pour les candidats. En gros, s'ils ne s'y retrouvent pas dans l'équilibre vie pro, vie perso, ils sont capables de tout lâcher et vivre leur aventure. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Aujourd'hui, on a pas mal de technologies qui nous permettent de rester en contact avec nos collaborateurs. On a peut-être demain l'hologramme pour être présent dans un bureau. On a les drones, caméras, on a énormément de choses, tout ce qui est casque de réalité virtuelle. Les méthodes la façon de travailler est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de boîtes qui travaillent en télétravail, par exemple. Et il y a un aspect un petit peu à la mode qui arrive, c'est le travailleur un peu nomade qui va aller travailler, prendre son ordinateur, aller dans la campagne, et ça ne pose aucun problème en réalité. Donc on s'adapte aussi, et je pense que ça va se développer de plus en plus. Et tout en restant aussi flexible, parce que ce que je peux vouloir à un instant T, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça peut être hyper différent. Puis je sais pas, je peux vouloir faire un enfant, être moins impliqué pendant 2 ans, revenir. C'est pas évident pour les boîtes, hein, mais en même temps, c'est aussi comme ça. Si on veut garder les gens demain, c'est l'équilibre, il peut bouger d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. Je me retourne vers le public pour savoir si vous avez des questions. Il y en a une ici. Bonsoir, merci. Moi, j'ai une question pour vous, Fariha. Vous disiez que on recherche de plus en plus des profils atypiques, où l'idée pour innover, c'est d'aller chercher des profils atypiques. Mais si l'algorithme que vous construisez, en fait, il vient détecter des profils à 100%, et du coup, moi, je comprends le réflexe de recruteur de se fier à cet algorithme et de se dire, moi, je prends les profils qui correspondent à 100% aux critères que l'algorithme me propose. En fait, c'est un algorithme qui va scorer sur de la sémantique, et c'est ce que font déjà les recruteurs. Quand ils lisent des CV, ils vont avoir le même réflexe. Donc nous, on répond à un besoin direct, parce qu'à un moment donné, moi, je réponds à des besoins d'entreprise, et donc mon objectif, c'est quand même de faire du chiffre d'affaires. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas encourager le recruteur, d'une manière ou d'une autre, à aller consulter ses autres CV. Mais de toute façon, même si on poussait à aller voir d'autres typologies de CV, et que lui, avec sa vision des choses, il penserait que ça ne lui correspond pas, je veux dire, il nous dirait que voilà, vous ne faites pas bien votre taf en gros, et que donc la solution n'est pas performante. Mais il y a un travail de fond à faire qui vient pas forcément que de nous, de l'ensemble des acteurs RH, des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, des RH eux-mêmes, des écoles, pour évangéliser cette nouvelle mentalité. Mais à nous seuls, on ne peut pas le faire. Nous, on répond juste à un besoin. Finalement, on facilite, on accélère ce travail que le recruteur fait déjà naturellement. Mais c'est une très bonne question. Vous ne faites pas
à votre échelle, en fait, comment les choses peuvent bouger? En fait, si vous voulez, moi je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, on a développé une solution qui s'appelle Want2Be, que je vous invite à aller tester, et qui permet en fait d'automatiser la candidature côté candidat. En gros, lui aussi passe beaucoup de temps à aller chercher un job, etc. Et c'est lui qui choisit ses critères. Donc là, le CV, on oublie, c'est lui qui choisit ses critères, et on va donc postuler sur les entreprises qu'il a indirectement choisies. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le recruteur va recevoir le CV et lui, au lieu de passer du temps à envoyer ses CV dans 150 sites internet ou même 1000, on va dire, il va avoir du temps de qualité pour aller créer de l'engagement avec le recruteur, l'appeler et finalement essayer de se démarquer. Donc encore une fois, c'est des usages qui doivent être modifiés, qui doivent évoluer. À notre niveau, on essaie de le faire parce que c'est hyper important et dans ce sens-là, justement, parce que moi, je suis vraiment, on est un exemple de recrutement de profils atypiques. À titre d'exemple, notre RH et une ancienne entrepreneuse. Elle est aussi ancienne sophrologue et elle a également été commerciale pendant de nombreuses années et aujourd'hui elle est RH et elle cartonne. Et c'est un profil 100% atypique. Et des profils comme ça, on en a 7 dans la boîte et c'est les meilleurs profils qu'on a. Donc je vais dans ce sens-là. Maintenant, je réponds à un besoin direct et on espère qu'avec la solution Want2Be, justement, on peut non pas envoyer des CV, mais envoyer plutôt des profils de compétences. Mais encore une fois, il faut qu'en face, les recruteurs soient prêts à le recevoir. Donc il y a un travail de fond à faire. Vous venez de répondre à ma question. En fait, vous dites que les jeunes aujourd'hui, et les moins jeunes aussi, ont des parcours qui ne sont plus linéaires, qu'on peut passer du grand groupe à la start-up, revenir au grand groupe et repartir. Et on peut aussi avoir envie de changer de métier. Et je sais que personnellement, les meilleurs recrutements que j'ai faits, c'était toujours des personnes qui venaient d'autres métiers. Mais on est beaucoup dans le copier-coller dans le recrutement. C'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un qui a fait exactement la même fonction dans une entreprise exactement de même taille. Comment est-ce qu'on peut casser ça? Est-ce qu'on peut le casser déjà en formant les futurs cadres et les futurs recruteurs dans les écoles à penser différemment? Mais comment on peut résoudre ça dans le tri justement des candidatures? Alors déjà, le premier challenge, c'est que même si on recrute les gens pour la même fonction avec le même profil, vu que la fonction elle risque d'avoir changé, le job aussi, les compétences aussi, on risque de recruter pour le métier d'hier pour demain. Donc de toute façon, ça va bouger. Alors, en RH, ils ont ce qu'ils appellent la GPEC ou le Strategic Workforce Planning. On va essayer d'anticiper dans quelques années l'évolution des compétences enfin plutôt des jobs et donc des compétences et donc des profils. Bonne chance, parce que j'ai envie de dire dans 5 ou 10 ans, pour savoir quel sera le business model exact de la boîte, qui des fois vendait, je sais pas, des pièces détachées, demain ils vendent des solutions, et après-demain ils vendront de la data. Après, je pense quand même que moi, je vois côté DRH, il y a quelques boîtes qui ont été assez malins de prendre dans leur équipe RH aussi des profils atypiques et des fois des gens techniques. Parce qu'on s'aperçoit aussi que si demain je veux développer une moulinette IA, si je veux changer ma façon de faire, si je dois aller briefer la DSI qui n'a pas envie de m'écouter, qui ne comprend pas mon business, ça va être très compliqué. Si demain une partie du core business de la boîte va devenir de la data, du digital et de la tech, si souvent les DRH disent on recrute tout sauf les profils techniques, c'est la DSI, super, donc le core business vous en occupez pas, ça me paraît une bonne idée. Donc je leur jette pas la pierre, mais à ce moment-là qu'ils prennent des gens techniques aussi dans leurs équipes pour que eux-mêmes testent des trucs, changent des façons de faire. Après, je suis très méchant, mais il y en a beaucoup qui essaient de faire des efforts aussi sur les soft skills. Et puis il y a quand même certaines boîtes qui font des vrais efforts pour les handicapés, pour les minorités. Enfin, il y a quand même, c'est en train de bouger. Mais c'est vrai qu'on part d'un passif et aussi parce qu'il y a toute une nouvelle génération dans les RH qui ont envie de secouer ou de changer les choses. Et après, un truc que je vois quand même qui est un bon moyen de transformer les boîtes, c'est aussi déjà de recruter des gens d'autres industries. Par exemple, dans le luxe, on a beaucoup de clients pendant des années. Si vous n'aviez pas démarré votre stage dans le luxe, c'était mort pour... Là, aujourd'hui, j'ai des clients chez Dior, chez VMH, etc., qui viennent de chez Accenture, qui viennent de chez Dassault, qui viennent de la grande distrie. Et ça fait vachement de bien parce que d'un seul coup, ils ont d'autres gens avec un ADN différent, qui amènent d'autres idées, d'autres méthodes. Et d'un seul coup, l'innovation, c'est toujours en mélangeant différents avis, différents profils. Donc déjà, voilà, c'est peut-être dans la façon de recruter les RH et leurs équipes que ça va les aider à changer aussi leur méthode. Et après, évidemment, il faut que les dirigeants donnent aussi la permission, parce que de temps en temps, il y a des instructions, c'est telle école et pas en dessous, c'est tel profil et pas en dessous. Mais en même temps, quand à la fin, on n'arrive pas à trouver, ça force aussi des fois les gens à devoir accepter d'autres profils, parce que de toute façon, il n'y en a pas de disponibles. Donc, je vais juste rajouter
quelque chose par rapport à ça. J'ai un bel exemple. Par la force des choses, en fait, j'ai un de nos clients, c'est la SNCF Réseau, qui doit recruter un métier assez spécifique pour lesquels il n'y a pas forcément de formation, c'est des aiguilleurs de train. On a besoin de 400 en France cette année en Ile-de-France. Et ils ne vont pas recruter sur des CV puisque vous n'allez pas avoir d'expérience ou de formation sur le sujet. Ils vont recruter des personnes intéressées, motivées. Et donc là, par la force des choses, ils sont obligés finalement d'aller au-dessus des critères de base des recruteurs. Et ce n'est pas le seul cas. On a eu plusieurs cas. À un moment donné, ça va se faire naturellement puisqu'il y a de plus en plus de pénuries sur plus en plus de métiers. Et de ce fait-là, le recruteur, naturellement, il sera obligé de modifier ses comportements aussi. Et on voit des stratégies d'entreprise. Vous prenez le groupe Hermès, par exemple, sur la maroquinerie. Une de leurs références, une de leurs caractéristiques, c'est de produire en France. Donc en fait, ils vont s'installer à la campagne et ils vont recruter des gens autour et ils vont les former eux-mêmes parce que le critère pour qu'ils soient engagés, c'est qu'ils soient près de chez eux. Voilà. Donc ils vont plutôt avoir cette stratégie-là plutôt que se dire je les fais former par l'éducation nationale puis je cherche à aller les piquer chez mes voisins et à gérer le fait qu'ils viennent de loin. Et donc du coup, ils vont du coup avoir tendance à embaucher des gens qui sont en reconversion parce qu'ils veulent rester dans leur environnement de vie familiale. Dernière question. Oui, bonsoir. Juste une réaction. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, on est dans ce qu'on peut appeler le court-termisme. Tout à l'heure, Emmanuel, vous parliez d'investissements qui n'étaient pas faits, qui étaient relégués probablement pour pouvoir dégager des profits à court terme. Et j'ai aussi le sentiment par ailleurs que pour se sentir bien dans une entreprise, il faut s'embarquer, monter dans le bateau, partager une même aventure, s'enraciner quelque part, et que ça se fait quand même sur plutôt du long terme, quoi. Et en tout cas, c'est ce que moi je pense. Et je ne sais pas si vous voyez dans vos environnements des changements ou des entreprises qui essayent de sortir de ce court-termisme où finalement, à court terme, souvent l'objectif c'est la marge, c'est l'argent, et comment arriver à construire du sens et une aventure pour pouvoir embarquer des plus jeunes qui vont pouvoir rester et qui vont s'épanouir. J'ai l'impression que justement les enjeux environnementaux, là j'étais à un forum organisé par mes élèves, là il y avait Safran qui fabrique des moteurs d'avion. Là, l'objectif, c'est le moteur zéro carbone en 2050. Donc, on est quand même loin. Et l'aventure collective, c'est ça. C'est pas la marge supplémentaire qu'on va faire dans 2 ans. Et ça, là, j'ai l'impression qu'on voit quand même ça germer sur ces enjeux qui sont engageants pour tout le monde. Dernière action. Disons que je pense que les gens pas très créatifs, ils pensent d'abord économie de coût, et ça marche jusqu'à un certain point. Effectivement, ceux qui sont un peu plus innovants, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il faut aller chercher de la valeur. Et effectivement, chercher de la valeur, ça passe par des défis, pas toujours faciles, mais que c'est ces défis qui vont motiver les choses. Après, quand même, oui, pour le long terme sur le business, pour les jobs, moi je pense que les gens ils veulent quand même très vite savoir concrètement c'est quoi le projet, et ils passent d'un projet à un autre, là où avant c'était donnez-moi une carrière sur 10, 20 ou 30 ans, ça me fait rêver, la stabilité. Aujourd'hui de toute façon on n'y croit plus. De toute façon personne ne sait où on en sera dans 10, 20 ou 30 ans, même dans quelle ville ou quel pays, donc c'est plutôt aussi c'est quoi le projet là concrètement dans 1 an, dans 2 ans, et comme en plus on sent que dans plein de boîtes c'est un peu bouché en haut, on se dit, de toute façon, je vais pas attendre 30 ans pour devenir manager ou chef. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet là, le suivant. Après, on verra où je suis. Donc, c'est un peu paradoxal. C'est penser loin avec la boîte et en même temps proposer des projets très concrets, rapides, où on peut tout de suite faire des trucs, quoi. Si pas d'autres réactions. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Vous pouvez les applaudir. Merci à vous pour votre participation. Je vous invite à boire un verre pour continuer les échanges. Et donc à très bientôt. Merci encore. Au revoir.